Ça a l'air de bien marcher. Je vous propose de vous installer. N'hésitez pas à vous mettre plutôt vers l'avant. On s'assure juste que ça fonctionne bien du côté des personnes connectées en ligne. Est-ce que tout le monde a bien pu rentrer dans la salle virtuelle et nous entend ? Oui, c'est le cas. Bon, bah, écoutez, dans ce cas, c'est parfait. On va lancer aussi l'enregistrement de la réunion. Et donc voilà, bah, écoutez, c'est parti. Donc moi, je suis Jean Vera, je vais animer cette réunion dans le cadre de la concertation Barmar, qui fait escale cette semaine dans les Pyrénées-Orientales, et plus précisément ce soir à Argelès-sur-Mer. Tout de suite, je vais laisser la parole à Monsieur Jouan pour un court mot d'accueil, puisque nous sommes dans votre salle ici à Argelès-sur-Mer, et ensuite à Monsieur Paliarès pour le parc naturel marin. Bah écoutez, effectivement, je suis très heureux de vous accueillir. Normalement, Julie Sens devait être là, mais elle s'excuse. Moi-même, j'ai besoin de découvrir aussi votre Barmar, parce que je ne connaissais pas. Donc j'espère que je vais apprendre pas mal de choses ce soir. Et puis la municipalité est très heureuse de vous accueillir ici ce soir pour cette manifestation. Monsieur Paliarès, vous pouvez... Allons droit au sujet. Peut-être juste Manuel Bonny, directeur des opérations de Barmar aussi, pour un mot de bienvenue. Puis ensuite, nous allons en effet aller droit au sujet. Merci Jean et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, que ce soit dans la salle ou à distance, puisque des personnes nous suivent. Monsieur Jean, merci de nous accueillir à Argelès ce soir. Ça va être un moment important. Merci à vous, Monsieur le Président du Parc Marin, d'être présent. Important, je pense qu'il y a deux choses, deux convictions. Le projet Barmar de Barcelone à Marseille, c'est un projet important pour la transformation énergétique. Thomas aura l'occasion de vous le présenter et de faire découvrir le projet. Et puis pour nous, projet, c'est important d'être au rendez-vous de l'attention et du respect de la biodiversité. Donc c'est avec beaucoup d'intérêt, nous tous, que nous suivrons les échanges ce soir. Format conférence-débat. Par conséquent, n'hésitez pas à intervenir, à poser des questions et à profiter de nos invités. Et je vais tout de suite, Jean, te laisser mener cette soirée. Merci. Donc je vous présente très rapidement le programme de la soirée. En effet, c'est une conférence débat. Donc le principe général, c'est qu'on va essayer d'élargir un peu la thématique, pas seulement parler du projet Barmar, mais parler des enjeux de biodiversité en général. Et forcément, ça va nous ramener aussi aux enjeux du projet Barmar. Donc on commencera la réunion par une vue d'ensemble du projet, enfin une présentation du projet avec une vue d'ensemble d'abord, puis un focus sur les enjeux de biodiversité. Ensuite, on aura le point de vue des experts, donc quelques questions que je vais poser à nos experts que je vais vous présenter juste après. Et ensuite, ce sera le temps des échanges avec le public où vous pourrez exprimer votre avis, poser vos questions, aussi bien aux représentants du projet Barmar qu'aux experts qui sont avec nous. Alors justement, qui va intervenir ce soir ? D'une part, Thomas Houlot, responsable de projet pour Barmar. D'autre part, Hervé Magnin, directeur du parc naturel marin du Golfe du Lion. Et enfin, Pascal Roman, responsable du service mutualisé d'aquariologie à l'Observatoire océanologique de Banyuls. Donc, docteur en océanologie, pardon. Donc le but, ce sera à la fois... si on a voulu ce format, c'est pour que vous ayez aussi des points de vue différents, parce que forcément, le point de vue du maître d'ouvrage est très important dans une concertation, mais il n'y a pas que le maître d'ouvrage qui s'exprime, il y a aussi des différents acteurs sur un territoire qui peuvent vous aider en tant que citoyen à vous forger une opinion sur le projet. Donc c'est pour ça qu'on a voulu avoir ce format. Et tout de suite, donc, on va se lancer dans la... Ah pardon, et j'oublie d'en parler quand même dans les intervenants. Monsieur Bourissou, qui est le garant de la concertation, et que je vais peut-être laisser en présentant en quelques mots la CNDP, et puis en vous rappelant aussi qu'on vous a mis sur les chaises des mémos de la concertation. Donc la concertation, elle est encore à son début, là c'est la première escale des Pyrénées-Orientales. Il y aura encore beaucoup de réunions jusqu'à mi-juillet à peu près. Et donc n'hésitez pas à consulter ce programme pour voir les différentes modalités selon lesquelles vous pouvez vous exprimer. Oui, quelques mots rapides pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc la Commission nationale du débat public, qui est l'institution indépendante en France chargée de veiller au respect du droit de l'information et de la participation des publics sur tout projet qui pourrait avoir un impact sur l'environnement. Eu égard à la dimension de ce projet et de seuil aussi, qui sont normés dans les textes de droit, le porteur de projet a saisi la Commission nationale du débat public pour une concertation préalable, qui est une procédure pour laquelle est désigné un ou plusieurs garants, en l'occurrence 3 garants, puis je suis accompagné de Corinne Larue qui est en ligne ce soir,
et d'Audrey Ferrucci-Richard également, pour tout le long de la concertation, premièrement, faire des préconisations concernant les modalités à mettre en œuvre pour le respect du droit à l'information et la participation des publics. Donc ça concerne tout l'amont avant les premières rencontres finalement, hein, cette phase d'accompagnement du maître d'ouvrage, où on va faire des recommandations assez précises. Et puis, pendant la concertation, on est présent pour l'ensemble des temps prévus. Quelles que soient les rencontres, on veille à ce que les échanges se passent aussi bien que possible. Si besoin, on peut être interpellé. Sinon, nous, on consigne un certain nombre d'éléments qu'on pourra, à un moment donné, consigner dans un rapport. Les textes de droit prévoient qu'à la fin de la concertation préalable, on doit rendre un rapport le mois suivant qui vaut bilan avec l'ensemble des argumentaires qui ont été échangés en fait, pendant l'ensemble de la procédure. Suite à ce rapport, le maître d'ouvrage a ensuite 2 mois pour en tirer des enseignements et prendre une décision concernant les suites qu'il souhaite donner à son projet. Voilà. Donc ça permet d'avoir de la traçabilité, une garantie aussi sur la qualité quand même de la concertation mise en place, bien évidemment, et puis aussi des suites qui seront apportées plus tard dans le cadre d'une autre procédure qui s'appelle dans ce cas-là la concertation continue, sur laquelle on peut aussi intervenir d'ici les dépôts de demandes administratives et autres procédures d'autorisation. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je précise pour les personnes qui sont à distance que leurs interventions se feront donc à l'écrit via le chat de la réunion de la visio. Et donc notre garante Corinne Larue, qui suit la réunion à distance, se chargera ensuite de lire ces points de vue ou de les synthétiser, en tout cas de nous les transmettre. Donc n'hésitez pas bien sûr à participer via le chat. Vous pouvez le faire dès maintenant, vous pouvez aussi attendre les temps de questions ultérieurs. Tout de suite, on va commencer avec la vidéo qui présente en 5 minutes le projet. Et ensuite, on passera à la présentation par Thomas Houlot. El hidrógeno es una pieza clave para la política energética europea. Permite abordar 3 desafíos a la vez: la descarbonización, la seguridad energética y la competitividad industrial, especialmente en un momento de inestabilidad global como el actual. Alors l'hydrogène renouvelable se produit par un procédé qu'on appelle l'électrolyse de l'eau. On utilise de l'électricité renouvelable qui peut venir du solaire ou de l'éolien pour séparer une molécule d'eau en 2 composants, de l'oxygène d'un côté et de l'hydrogène renouvelable de l'autre. Par l'utilisation et par la production d'hydrogène renouvelable, l'Europe va pouvoir remplacer de l'énergie fossile, devenir plus résiliente et se décarboner. Par exemple, pour fabriquer de l'acier, l'hydrogène vert renouvelable pourrait remplacer le charbon et réduire de 80 à 90% les émissions de CO2 de ce secteur d'activité. Barmar es una de las piezas clave del corredor H2Med. Es la interconexión más avanzada en el contexto de la Unión Europea. Hay unos objetivos de descarbonización muy importantes y el hidrógeno es la única alternativa viable para que se produzca esa descarbonización. Ce projet Barmar, c'est un défi technique et industriel pour nous. Nous allons poser une canalisation sous-marine, 1 mètre de diamètre sur 400 km. C'est la première fois qu'on va réaliser comme ça une canalisation de transport d'hydrogène à cette échelle. Et Barmar va ainsi poser les bases du réseau énergétique de demain pour l'Europe. Au niveau environnemental, la première étape du projet, c'est une étude géophysique. On va aller étudier les fonds marins, chaque mètre carré du fond marin, pour analyser les sédiments, identifier les habitats sensibles et ainsi pouvoir limiter l'impact du projet sur l'écosystème marin. Pour installer une telle canalisation, nous allons amener des tubes sur un bateau de pose, c'est un grand bateau de 250 mètres de long environ, sur lequel les tubes vont être soudés les uns aux autres, puis on va les laisser descendre et se poser au fond de la mer. Pour cela, on va les guider de manière très précise. Et on va avancer ainsi à une vitesse de 2 km par jour à peu près. Ça dépend un peu de l'environnement. L'objectif est clair, c'est permettre son intégration dans l'environnement et permettre que les activités économiques, la pêche notamment, puissent continuer. Avant d'arriver à terre, nous allons passer par un micro-tunnel. Ainsi, la canalisation sera complètement enterrée sans perturber l'arrivée sur le rivage.
En résumé, c'est sûr, invisible et parfaitement contrôlé. Alors ce projet, Barmar, représente une opportunité économique très importante pour la France. Il va acheminer jusqu'à 2 millions de tonnes d'hydrogène renouvelable dans la zone de Fos-sur-Mer. Ça va également soutenir la décarbonation d'industries existantes qui emploient des milliers de personnes, que ce soit dans le raffinage, la chimie ou même la production d'acier. Donc finalement, le projet Barmar agit comme un accélérateur pour la compétitivité de la région. El desarrollo de la economía del hidrógeno verde representa una gran oportunidad para España y que fomentará tanto la competitividad como la creación de un empleo de calidad en el territorio nacional. Además, esto no solo va a suponer un desarrollo en el frente económico, sino también social en todos los territorios en los que el proyecto se desarrolla. Para ello se ha creado una empresa que lo desarrolle y hay equipos ya en marcha para este objetivo. De manera que en el 2032 se prevé que para el 2032 pueda estar en servicio. Barmar representa mucho más que un ducto submarino, representa una visión europea compartida, común y de futuro. Ensemble, nous allons construire le réseau de demain pour une Europe plus résiliente et souveraine sur le plan énergétique. La economía del hidrógeno verde acelerará el crecimiento industrial y la generación de empleo de calidad en España, posicionando al territorio nacional como un hub europeo del hidrógeno renovable. Barmar, c'est aussi une opportunité économique pour la France et à long terme, la France peut être au cœur d'un système d'énergie décarboné. Merci. Je précise juste, vous avez bien pu l'entendre dans la vidéo, que bien sûr c'est un projet transfrontalier. La concertation se déroule aussi en Espagne. Il y a une concertation en parallèle qui se déroule en Espagne. On n'est pas très loin ici de la frontière. Et si vous allez sur le site du projet H2M Barmar, vous pouvez accéder à la fois au calendrier de la concertation en France et au calendrier de la concertation en Espagne. Donc si vous voulez aussi voir ce qui se passe du côté espagnol ou pourquoi pas même assister à des réunions, bien sûr c'est tout à fait possible. Ceci étant dit, maintenant Thomas, c'est à toi. Merci Jean et bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler aujourd'hui moi un peu plus du projet dans son ensemble et puis ensuite ça nous permettra d'aborder la biodiversité. Comme on l'a vu dans le film, effectivement, Barmar c'est non seulement un projet mais c'est aussi une société de projet qui a été créée en juillet 2025 à la fois pour le développement du projet mais aussi pour la future exploitation de la canalisation. Et au sein de cette société de projet, on a 3 actionnaires que sont Enagaz, le transporteur historique de gaz en Espagne, et Natran et Teréga, les transporteurs historiques de gaz en France. Ce projet a 3 composantes principales. Une station de compression qui va se situer à Barcelone, qui est en fait une installation à l'intérieur de laquelle on va comprimer l'hydrogène renouvelable pour le pousser et le faire avancer dans une canalisation. Cette canalisation qui fait 400 km, comme on l'a dit dans le film, à peu près 1 mètre de diamètre, une profondeur maximale de l'ordre de 120 mètres, on est par endroits légèrement plus profonds, 130-140 mètres, une pression de l'ordre de 100 bars et une capacité d'environ 2 millions de tonnes d'hydrogène transporté par an. On est sur un projet avec un budget d'environ 2,1 milliards d'euros. La 3e composante de ce projet, c'est la station d'atterrage qui se situe à Fos-sur-Mer et qui va permettre justement de faire l'interconnexion avec le reste des réseaux, puisque cette installation seule ne sert pas à grand-chose. C'est simplement un maillon d'un corridor plus grand de transport d'hydrogène avec des réseaux côté espagnol et des réseaux côté français qui vont non seulement faire le transport à travers la France et alimenter des industriels qui s'y trouvent, mais aussi servir à alimenter les réseaux régionaux avec d'autres projets qui se connectent directement à cette dorsale. Un des intérêts forts du projet, on l'a dit, c'est la décarbonation de l'Europe. Quand on fait le bilan carbone de ce projet-là et qu'on regarde les gains de CO2 qui vont être générés par ce projet et quand on en déduit les émissions qui vont être générées pendant les travaux, on obtient un gain global et un résultat global qui est un gain de l'ordre de 1 à 2 milliards de tonnes équivalent CO2 sur toute la durée de vie de l'ouvrage. Aujourd'hui, c'est un ouvrage qu'on a dimensionné pour une durée de vie de 40 ans. Donc c'est un projet qui a vraiment un intérêt très fort pour l'Europe. C'est d'ailleurs pour ça que l'Europe a labellisé le projet d'intérêt commun.
Une des premières étapes quand on veut construire un projet comme ça, c'est d'essayer de trouver la meilleure solution, le meilleur emplacement pour cette canalisation. On est parti d'un postulat de départ. Il faut faire se rejoindre Barcelone, il faut connecter Barcelone et Fos-sur-Mer. Et donc, on a une grande aire d'étude qui est la Méditerranée. La première étape, ça a été de restreindre un petit peu cette aire d'étude parce qu'il y a des zones dans lesquelles on ne peut pas construire cette canalisation ou en tout cas, on n'a pas voulu y aller pour certaines. Je pense notamment à la bande côtière. La bande côtière, on n'a pas voulu construire la canalisation dans cette bande côtière. Quand on parle de bande côtière, je parle d'une bande avec une profondeur d'eau inférieure à 50 mètres, tout simplement parce qu'il y a de très nombreuses activités économiques. La pêche, effectivement, de plaisance, des activités nautiques variées. Et effectivement, on voulait éviter les interfaces avec ces activités-là. Et aussi, on a sur cette bande côtière la possibilité de voir se développer des habitats très sensibles de Méditerranée, que sont les herbiers de Posidonie, par exemple, qui se développent avec des profondeurs inférieures à 40 mètres. Et donc, on n'a pas voulu non plus se rapprocher et aller dans des eaux trop peu profondes pour éviter ces sujets-là. Alors, il y a quand même 2 endroits où on est obligé d'aller dans des eaux peu profondes, c'est au départ et à l'arrivée. Mais partout ailleurs, même quand on a l'impression qu'on est près de la côte, on est toujours à des profondeurs supérieures à 50 mètres. Parce que simplement, la bathymétrie fait qu'on plonge très rapidement dans des eaux profondes à ces endroits-là. La deuxième zone qu'on a voulu éviter, c'est une zone de canyon. Les canyons qui sont représentés ici à peu près en gris sur toute la carte. Ces zones-là sont aussi des hotspots de biodiversité. Il y a de très nombreuses études qui les caractérisent. Et donc, il n'y avait aucun intérêt d'aller installer notre ouvrage dans ces zones-là. C'est aussi des zones qui sont relativement instables et qui, sur le plan technique, auraient posé des questions de stabilité et de durée de vie de l'ouvrage. Enfin, il y a la plaine abyssale qu'on a voulu éviter parce qu'on atteint à ces endroits-là des profondeurs de 2600 mètres. Donc, une vraie différence entre l'aire d'étude plateau continental où, on l'a dit, on est à des profondeurs maximales de 120, 130, 140 mètres et la plaine abyssale, 2600 mètres. Et la différence techniquement, c'est que la pression de la colonne d'eau est telle à ces endroits-là qu'on aurait dû poser et construire une canalisation avec des épaisseurs d'acier qui sont vraiment à la limite de ce que sait faire le marché. Et on aurait dû, on serait même bien à la peine de trouver un bateau capable de le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une canalisation de ce diamètre-là, ces profondeurs-là, dans le monde, ça n'existe pas. Donc, on s'est concentré sur une aire d'étude restreinte que vous voyez donc ici en rose pâle. Et au sein de cette aire d'étude restreinte, on a rétréci notre schéma d'étude et on est passé à un fuseau que vous voyez en orange. Et fuseau qui évite lui aussi un certain nombre d'enjeux qu'on avait identifiés grâce à la bibliographie qui est disponible et qui est assez riche en Méditerranée. On évite des enjeux à la fois techniques et environnementaux. Pour la partie technique, on évite notamment toutes les zones d'éoliennes en mer qui se développent en Méditerranée. Et ces évitements, ils ont été longuement discutés avec avec l'État qui est maître d'ouvrage sur ces aspects-là pour savoir ce qui était possible de faire. Et donc, il a été retenu d'éviter ces zones-là. Et on évite aussi un certain nombre de zones protégées dont on va parler un petit peu après. Alors, comment se déroule la pose d'une canalisation ? Une canalisation offshore, ça se construit avec l'aide d'un bateau usine. Manuel en parlait dans la vidéo. Effectivement, c'est un grand bateau qui fait à peu près 250 mètres de long, qui est alimenté régulièrement par des plus petits bateaux, alimentés en tubes de 12 mètres. Ces tubes, ils sont en acier, à peu près 3 cm d'épaisseur. Ils sont revêtus par un revêtement anti-corrosion et puis sont aussi revêtus par un revêtement béton qui assure leur stabilité une fois qu'ils sont posés, une stabilité de la canalisation sur le plan latéral et sur le plan vertical également. Ces tubes, ils sont soudés bout à bout sur le bateau. Chaque soudure est contrôlée par ultrasons ou par radiographie. Et puis, une fois qu'on est certain de l'intégrité de toutes ces soudures, on dépose la canalisation à l'aide d'un bras articulé à l'arrière du bateau qui s'appelle un stinger. Et on vient poser la canalisation au fond de la mer. Au moment où on pose la canalisation, on contrôle à tout moment, grâce à des bateaux de suivi et avec un petit robot sous-marin et avec une caméra sous-marine, que la canalisation est exactement posée là où les études nous ont indiqué qu'il valait mieux la poser. Une fois que cette canalisation est posée, plusieurs options. La première option qui est de la protéger par ensouillage, c'est-à-dire de passer avec un deuxième bateau et avec un système qui ressemble à une charrue pour venir enfouir la canalisation 1 mètre sous le fond marin. Donc là, il y a des enjeux évidemment de sécurité, de sûreté pour cet ensouillage. Il y a des enjeux aussi, on le verra, de retour de l'environnement. Et donc, en ensouillant la canalisation, on s'assure de retrouver
un fond marin qui soit en tout cas dépourvu d'objets anthropiques, on va dire, et puis on permet au milieu de revenir à l'identique à l'initial. On aura des photos tout à l'heure pour parler de ce sujet-là. Et puis l'autre possibilité, c'est aussi de protéger la canalisation par un enrochement. Cette solution-là, elle sera utilisée uniquement aux endroits où effectivement le sol ne sera pas assez meuble, où on aura de la roche par exemple, et on ne pourra pas enfouir la canalisation avec notre technique d'ensouillage. Focus sur la biodiversité, et puis ensuite on pourra laisser la place au débat. Je vous ai dit qu'en termes de positionnement de la canalisation et de notre fuseau d'études, on intègre depuis le départ les sujets environnementaux et la biodiversité. Ce que je vous montre ici, c'est les secteurs, on va dire réglementaires. C'est un peu la première donnée d'entrée qu'on récupère quand on regarde la bibliographie en Méditerranée. Quelles sont les zones protégées? Où sont-elles? Qu'elles protègent? Quels sont les enjeux ciblés dans ces zones-là? Et ce qu'on remarque, et ce qu'on a essayé d'éviter notamment, ce sont les zones. Et effectivement, il faut classer ces zones par priorité. Ce qu'on a essayé d'éviter, c'était les zones à enjeux très forts, notamment les zones de protection forte qui ont été définies récemment. Une ici côté ouest du parc naturel, une ici côté des canyons, notamment la Case du Thiers. Et donc on a aujourd'hui notre fuseau qui essaie de passer entre les deux zones en les évitant. On a aussi évité des zones Natura 2000 qui sont recensées comme telles pour des habitats, parce que dans les registres Natura 2000, il y a des Natura 2000 qui sont là pour plutôt les habitats, d'autres plutôt pour les oiseaux. C'est deux directives différentes. Aujourd'hui, on est sur un projet qui va être au fond de la mer, enfoui. Donc les directives oiseaux, en fait, on a considéré dans ce projet qu'il pourrait y avoir de la perturbation pendant les travaux, mais qu'en phase opérationnelle d'exploitation, derrière, il n'y aurait plus d'effet durable sur les oiseaux. Donc on a privilégié l'évitement des zones Natura 2000, habitat, puisque celle-ci, effectivement, puisqu'on pose la canalisation au fond, on peut retrouver des habitats au fond et on pouvait avoir un impact sur ces habitats-là. Donc c'est pour ça que le fuseau aujourd'hui évite donc les zones de protection forte, évite un certain nombre de Natura 2000, notamment ici au départ habitat, et c'est pour ça qu'on a une courbe un peu spécifique. C'est pour éviter la Natura 2000 Camargue au départ. Et puis il y a un certain nombre de zones protégées qu'on traverse, qu'on ne pouvait pas éviter. Il y a une zone protégée ici qui est une Natura 2000 oiseaux. Il y a une Natura 2000 oiseaux ici aussi au départ. Et puis il y a une grande zone Natura 2000 qu'on voit qui occupe quasiment tout le golfe du Lion, qui est une zone Natura 2000 habitat particulièrement sensible pour les dauphins notamment. Et on va voir le sujet des dauphins un peu plus tard. Quand on a regardé la biblio, on a aussi regardé la nature des fonds marins, et ce qui était assez intéressant côté français du projet, parce que je me concentre aussi aujourd'hui surtout sur les aspects français, vu qu'on est à Argelès-sur-Mer et que la concertation espagnole, on l'a dit, se déroule en parallèle de l'autre côté de la frontière, c'est qu'on a des substrats en fait en mer Méditerranée et sur notre fuseau qui sont relativement homogènes. On oscille entre le sable et la vase, avec tout un tas de nuances entre le sable et la vase que vous voyez là. Et donc, on n'a déjà pas de rochers, ou en tout cas pas sur des linéaires importants. On peut en rencontrer ponctuellement, mais on a toujours le loisir de pouvoir prévoir un tracé qui les évite. Et donc, une nature des fonds qui n'était pas, en tout cas sur ce qu'on a trouvé sur la biblio, et puis derrière, on est en train de confirmer ça avec des campagnes en mer, qui n'était pas une contrainte forte pour le projet. Une fois que cette étude biblio est faite, place maintenant au terrain, et donc ces études de terrain, on les fait au sein de notre fuseau d'études, sur un corridor qui semble être le plus court au sein de ce fuseau d'études, et on intègre au fur et à mesure que nos études avancent toutes les contraintes qu'on y trouve. On inventorie sur le plan environnemental tout un tas de choses. Donc dans la vidéo tout à l'heure, François Dedieu, le secrétaire général, a expliqué que la première étape, c'était une campagne géophysique. Effectivement, on passe un premier bateau qui nous permet de faire une pré-identification des enjeux. Et ensuite, on fait tout un tas de prélèvements. Des prélèvements de sédiments, des prélèvements d'eau. On descend, ce que vous voyez là, un petit ROV, une caméra sous-marine pour faire ce qu'on appelle des transects, donc des études statistiques sur des linéaires où on passe notre robot sous-marin et on identifie les espèces qu'on peut voir à la caméra et les habitats également. À chaque fois qu'on envoie un bateau en mer, il y a des spécialistes sur le bateau pour faire des observations visuelles sur la partie oiseaux, mammifères marins. On prélève de l'eau effectivement aussi pour trouver de l'ADN environnemental sur des espèces ciblées qu'on a choisies. On enregistre
les ultrasons et chauves-souris. On fait des pêches expérimentales, que ce soit pour les ichthyophores, donc pour les poissons, ou pour le plancton. Et puis voilà, je ne vous cite pas tout, mais il y a beaucoup d'études qui sont faites sur ce plan environnemental pour essayer d'établir ce qu'on appelle l'état initial. Cet état initial, il va nous servir à établir ce qu'on appelle l'étude d'impact du projet. C'est donc un document qui est une étude détaillée qu'on mène donc sur une longue période. Toutes les études que je vous ai montrées avant, elles vont s'étendre sur plus d'1 an pour s'assurer qu'on n'ait pas de voir toutes les variabilités possibles saisonnières ou saisonnales. Aujourd'hui, ce qu'on pressent de cette étude d'impact et ce qu'on regarde quand on discute avec les spécialistes et les entreprises qui travaillent avec nous, c'est qu'aujourd'hui, les impacts de ce projet vont être essentiellement en phase travaux. On est sur un projet qui, comme on l'a dit, va être enfoui. Une fois que la canalisation est posée, ça, c'est les images qu'on voit du milieu, de la reprise du milieu après la pose d'un câble. C'est des images qui nous sont fournies par notre bureau d'études environnementales qui travaille sur le projet, et qui travaillent, eux, sur le suivi post-chantier de nombreuses installations, que ce soit des canalisations ou des câbles. Et ce qu'on voit, c'est ceci. Là, vous avez le câble à l'époque tel qu'il a été posé sur le fond de la mer. 3 mois après enfouissement, on arrive encore à reconnaître où a été installé le câble. 9 mois après, on devine encore où il peut être. Et quand on est sur un pas de temps un peu plus long, donc 2 ans après, on est bien incapable de savoir où la canalisation, où le câble a été posé. Et donc c'est vraiment ce qu'on pressent sur ce projet-là. On est à peu près au milieu de l'étude d'impact. Je ne suis pas là pour vous donner les résultats définitifs de l'étude, mais c'est aujourd'hui ce qui nous semble se passer. Et donc on se concentre vraiment sur trouver le meilleur endroit pour avoir le moins d'impact possible. Et s'il y a des impacts, faire en sorte qu'ils soient le plus temporaires possible. Simplement cette image pour illustrer le fait que même si on devait laisser la canalisation au fond de l'eau, ce qui n'est pas du tout le but pour l'instant, aujourd'hui on a tout loisir de pouvoir l'enterrer, on a aussi dans le suivi post-chantier d'ouvrages de ce type-là des photos qui peuvent être assez surprenantes avec parfois de leur canalisation après pose de certaines espèces sur ces ouvrages. Aujourd'hui, les mesures qu'on envisage, et je vais terminer là-dessus pour laisser la place au débat, c'est première étape, et c'est vraiment la plus grande priorité, éviter les secteurs à forte valeur écologique. C'est un travail qu'on a fait déjà sur le plan bibliographique. C'est un travail qu'on fait maintenant quand on fait nos inventaires de terrain à une échelle beaucoup plus petite. On fait ce qu'on appelle du micro-routing, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va voir maintenant, à chaque fois qu'on descend une caméra ou qu'on fait des inventaires des choses sensibles, on va essayer de trouver un moyen de dévier le tracé pour éviter ces secteurs-là. Enfouir la canalisation quand c'est possible pour favoriser un retour à l'état initial. L'objectif, comme on l'a dit, c'est de faire en sorte que la canalisation soit invisible. Il y a des enjeux de sûreté, on l'a dit, mais il y a aussi pour moi un enjeu environnemental, on pourra en débattre tout à l'heure, de faire en sorte que l'impact ne soit que temporaire et que derrière, le milieu puisse reprendre ses droits et revenir rapidement sur la zone de travaux. Surtout, et ça c'est très important, un plan de suivi des mesures environnementales pendant le chantier. Ce qui est important de savoir dans la méthodologie quand on fait notre étude d'impact et notre étude de l'état initial, c'est qu'on fait des points à l'endroit où on imagine que la canalisation va passer et on fait des points complètement à côté, enfin à plusieurs centaines de mètres à l'écart de ça, pour pouvoir ensuite en phase travaux comparer l'impact des travaux à l'endroit où on pose notre canalisation et voir ce qui a changé à quelques centaines de mètres de là et voir s'il y a eu vraiment... si ce qu'on observe est lié aux travaux ou si c'est lié à un autre critère. Des contrôles réguliers après la construction pour s'assurer que le milieu revient bien tel qu'on l'a prévu. Et puis des précautions spécifiques en phase travaux, mais aussi en phase étude, avec, comme on le sait, quand on fait naviguer des bateaux, que ce soit le bateau de pose ou les navires de survey, donc de campagne d'investigation, une vitesse spécifique à éviter pour éviter les collisions, et puis des protocoles spécifiques en cas d'observation de mammifères marins, par exemple, pour ne pas endommager leur ouïe, par exemple, ou autre. Voilà ce que je voulais dire, et puis on va passer au débat. Voilà. Monsieur Roman, Monsieur Magnet, je vous invite à prendre place avec nous ici.
Je vais poser peut-être quelques questions un peu d'ordre général et puis ensuite ce sera au public de poser des questions ou de donner son avis, d'être éventuellement d'exprimer son accord avec vous ou son désaccord. C'est aussi tout l'intérêt de la concertation. Pour commencer, une question pour vous, M. Magnin. Quand on parle de biodiversité dans le golfe du Lion, il y a toujours une expression qui revient, c'est un hotspot de biodiversité. Alors qu'est-ce qui fait qu'on considère cette région marine comme un hotspot de biodiversité ? La définition originale de hotspot, c'est pas que la biodiversité, c'est une biodiversité sous pression forte. Le choix d'avoir mis un parc marin ici, il tient quand même d'abord à la présence des Pyrénées, qui se prolongent dans la mer, qui donc crée une diversité assez exceptionnelle avec une côte rocheuse et tous ces habitats associés typiques de Méditerranée, les herbiers, le coralligène, différents écosystèmes de ce type. Après, on a une deuxième caractéristique du parc, c'est d'être un tiers de ce fameux golfe du Lion, qui est un immense plateau sédimentaire qui part de Marseille jusqu'ici, qui s'étend très au large et qui se termine par des canyons. Donc on a aussi cette particularité d'avoir 3 têtes de canyon, dont une des plus riches de Méditerranée, qui est le canyon de la Casse-du-Thier. Et puis ce plateau sédimentaire très typique de ce grand golfe, qui est une zone effectivement de fond meuble, mais qui est en même temps une zone très productive, qui était très prisée par la pêche et qui on va dire, développe aussi des caractéristiques très, très spécifiques. Donc voilà les grands éléments. Et puis tout le peuplement de la faune et de la flore qui habite ces différents habitats, dont une mégafaune, donc des mammifères marins au large, et puis de la grande faune, des thons, des requins, des oiseaux marins, des tortues qui peuplent ce territoire. Donc voilà, les grands enjeux sont présents bien chez nous. Merci. Monsieur Roman, cette biodiversité, justement, comment est-ce qu'elle se porte dans le golfe du Lion à l'heure actuelle ? Et puis peut-être pour nous expliquer aussi quelle est votre activité professionnelle qui vous permet justement d'être un observateur privilégié de l'état de cette biodiversité. Donc moi je suis biologiste marin à l'Observatoire océanologique de Banyuls, où je m'occupe d'un service d'aquariologie, donc je m'intéresse particulièrement à tout ce qui va être reproduction en milieu contrôlé, mais qui m'amène du coup à aussi travailler sur la reproduction et la conservation des espèces en milieu naturel. L'état de la biodiversité dans le périmètre du parc et plus largement dans le golfe du Lion, il est plutôt bon, on va dire, actuellement. On a, comme le disait Hervé, une mosaïque d'habitats. On a aussi un courant qui s'appelle le courant liguro-provençal, qui est un courant qui en fait provient après l'entrée par Gibraltar des masses d'eau de l'Atlantique, d'une flexion de ce courant vers la boîte italienne, qui va ensuite permettre à ce courant de tourner, de passer devant Monaco, devant le Rhône, de se charger en nutriments, et ces nutriments vont venir alimenter justement tout le golfe du Lion et en particulier notre territoire, en amenant encore une fois de la ressource alimentaire et puis tout un tas de chaînes alimentaires qui vont aussi se mettre en place grâce à ce panache lié à ce courant liguro-provençal. Donc tout ça fait qu'entre la mosaïque d'habitats qu'on peut avoir, en gros à l'échelle du golfe du Lion, on a une Méditerranée en miniature. On va avoir des herbiers de Posidonie, des fonds rocheux, du coralligène, des canyons, dont probablement le plus riche canyon de Méditerranée, qui est le canyon de la Casse-du-Thier, des fonds sableux, des fonds meubles vaseux, enfin, vraiment beaucoup de choses. Et le milieu pélagique est aussi extrêmement bien fourni en espèces. On a une belle population, comme tu le disais, de cétacés, enfin une belle diversité d'espèces de cétacés à cet endroit-là. Donc on a effectivement quelque chose un ensemble de ressources qui sont plutôt en bon état, avec, j'aime bien le dire moi aussi, tout ce qui concerne la fonctionnalité et la connectivité qui est bien mis en place en fait. On a des zones de nurserie, des zones de reproduction, des zones de nourricerie, et puis évidemment des zones aussi qui vont permettre, grâce à la reproduction, de coloniser l'ensemble du territoire sous-marin. Donc tout ça fonctionne plutôt pas mal, mais tout ça c'est sous pression aussi. Et donc même si ça fonctionne bien et même si on a un équilibre plutôt remarquable jusqu'ici, il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans une période de changement global qui est importante, qu'on observe de plus en plus de canicules marines l'été, que ces canicules marines, contrairement au changement global qui va tout doucement, elles ont des effets dévastateurs et hyper rapides. On est sous pression aussi au niveau pollution. La Méditerranée reste quand même une des mers les plus polluées, et on n'échappe pas à ça sur le territoire du parc naturel marin du golfe du Lion. Pollution plastique, mais aussi pollution chimique. On a, alors c'est un corollaire en fait à cette problématique de changement global aussi, l'arrivée d'espèces non indigènes.
donc en particulier des espèces qui peuvent devenir exotiques envahissantes, c'est-à-dire que dans ce cas-là, elles vont devenir perturbatrices de l'environnement. Donc voilà, donc on est encore une fois dans un système plutôt bien équilibré pour l'instant, mais sur lequel on ressent de la pression et sur lequel le cumul des pressions à un moment donné risque de poser problème. Merci. L'un comme l'autre, au cours des dernières années, vous avez été amené à suivre de près des projets d'infrastructure. C'est le sujet de notre conférence débat ce soir. C'est le lien entre les infrastructures, les projets énergétiques notamment, et le milieu marin, la biodiversité. Quels enseignements en avez-vous tirés? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Quels sont les points de vigilance particuliers que l'on peut avoir quand on développe un projet d'infrastructure en surface ou au fond de l'eau? On pense tout de suite à l'éolien. Effectivement, c'est une perspective dont on ne peut pas se réjouir, nous, Parc, parce que c'est fait une forme d'artificialisation de notre territoire. Mais en même temps, on sait très bien qu'il faut bien que cette transition prenne sa place. Et le Parc a donc été visé par ce développement. Il a réagi, il s'est organisé pour y répondre. Et le travail a consisté, dans un premier temps, d'abord à étudier le meilleur emplacement possible, c'est-à-dire toute la dimension du éviter, ce qui a été évoqué aussi dans votre intervention, qui est de dire déjà là où on sait qu'il y a de la richesse, il ne faut surtout pas impacter et trouver une façon alternative d'aller chercher ailleurs. Ça, c'était le premier travail, qui est d'essayer de rassembler le maximum d'informations disponibles pour ça. Et guider donc l'aménageur et l'État dans les meilleurs choix spatiaux. La deuxième dimension, c'était bien sûr aussi d'être le plus tôt possible en contact et en échange avec le porteur de projet et avec l'État, de manière à pouvoir justement prévenir tout ce qui peut l'être, accompagner techniquement aussi le projet pour tirer, on va dire, un certain nombre de sonnettes d'alarme sur un certain nombre de paramètres de l'environnement, aussi bien physique que biologique. Et puis ça a effectivement très bien fonctionné chez nous, avec une perspective qui était, pour l'éolien par exemple, d'être d'abord dans une démarche pilote, d'expérimenter à petite échelle ces fameuses éoliennes flottantes, ce qui a été le cas. Donc aujourd'hui, il y a 3 parcs pilotes qui sont établis sur cette façade et dont on attend beaucoup en termes de retour d'expérience sur leurs impacts réels, parce qu'on est en Méditerranée, il n'y avait pas d'éoliennes. On est aussi sur une mer fermée, donc dans un contexte assez différent de l'expérience vécue qui a une plus longue expérience en mer du Nord, par exemple. Et puis la technologie qui est développée ici, c'est une nouvelle technologie d'éolien flottant. Donc voilà, donc là on était vraiment dans ces démarches d'accompagnement, d'évaluation des impacts au plus près, avec une phase travaux, avec une phase de fonctionnement qui est en train de se mettre en place. Et puis c'est essayer d'expliquer, aussi d'être dans le travail qu'on fait aujourd'hui, de sensibiliser, de faire comprendre un peu les enjeux et toutes les précautions qui sont prises. Oui, peut-être que c'est ça aussi le mot qui me vient, c'est la logique de précaution en fait sur ce type de projet, où on est finalement face à des projets de grande ampleur, avec un recul qui parfois n'existe pas ou est très peu marqué. Et donc, les études préalables, c'est une chose, mais parfois on se heurte à un manque de bibliographie, à un manque justement de données. Et donc, dans ces cas-là, quand on n'a pas les données pour pouvoir ajuster au mieux les éléments qu'on veut mettre en place, c'est la logique de précaution qui va du coup s'imposer et on va mettre toutes les barrières possibles pour mettre en œuvre une protection la plus optimale de l'environnement et des différents compartiments, hein, puisque là sur l'éolien on touchait aux oiseaux, on touchait au travers du bruit aux cétacés, on touchait aussi évidemment à tout ce qui était poissons, ichthyofaune, et aux activités aussi. Merci. Thomas, peut-être vous avez présenté les études qui ont déjà eu lieu ou qui vont avoir lieu dans les mois et les années à venir. Qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement de ces études? En fait, comment est-ce qu'on passe de l'étude à des décisions opérationnelles sur le projet? Comment est-ce qu'on adapte le projet en fonction de cela? Ouais. Là, on est au milieu de l'étude, comme je le disais. Donc, pour l'instant, les premiers enseignements et ce qui se fait en parallèle un peu de l'étude, c'est vraiment la partie évitée. La partie évitée, on la traite sur ces projets linéaires là en plusieurs étapes. On part d'une aire d'étude qui est très grande. On prend toute la bibliographie qu'on trouve et puis on essaye de positionner d'abord une aire d'étude, puis un fuseau d'études qui tiennent le plus possible
compte de ce qu'on trouve dans la bibliographie. Et puis évidemment, la bibliographie ne dit pas tout, sinon ça ne servira à rien de faire des études. Donc on passe pas mal de temps, à faire des études sur le terrain et puis sur une zone géographique qui est plus restreinte. Là aujourd'hui, on est sur un couloir qui fait 400-500 mètres de large pour nos études. Et l'objectif, c'est au fur et à mesure qu'on voit des choses, au fur et à mesure qu'à chaque fois qu'un ROV tombe sur un habitat intéressant ou sur des choses intéressantes, on discute avec la technique et à l'environnement sur la meilleure façon d'éviter. On a des contraintes techniques quand on pose une canalisation d'hydrogène, c'est les rayons de courbure, c'est qu'on ne peut pas non plus faire des zigzags et on ne peut pas faire un slalom avec notre canalisation. Par contre, quand on peut éviter et se décaler de quelques centaines de mètres, en fait, c'est une courbure qui va prendre 1, 2, 3 km pour retrouver la trajectoire initiale. Et donc, c'est des études qui nous permettent de faire ces évitements. Donc, comme je le disais, on est au milieu du gué aujourd'hui sur l'étude. Et donc, c'est cet évitement qui est priorisé. Derrière, quand on aura vraiment une vision complète de l'état initial de l'environnement et qu'on aura fait notre maximum pour l'évitement, il s'agira de discuter avec les spécialistes sur quelles sont les meilleures solutions de réduction des impacts. Et si vraiment on n'arrive pas à réduire suffisamment les impacts pour les rendre négligeables, il faudra réfléchir à des solutions de compensation. Mais vraiment, pour l'instant, on n'en est pas encore là dans le projet. Ce qu'on peut se dire dans le calendrier, c'est que les inventaires vont courir grosso modo jusqu'à la fin d'année. Mais on devrait, au dernier trimestre, ou en tout cas dans la dernière partie de l'année, on ne devrait plus rien apprendre de nouveau puisque c'est simplement des reproductions saisonnales de passage et d'inventaire au même endroit. Donc on pourra à ce moment-là effectivement commencer à travailler fortement sur ce qu'on peut faire en plus de l'évitement quand celui-ci n'aura pas été suffisant. Je remonte par votre expérience. Alors en effet, il est encore tôt, mais une fois qu'on a passé l'évitement, quelles sont les mesures de réduction ou de compensation qui, dans votre expérience, fonctionnent bien sur un territoire comme celui du Golfe du Lion et pour un projet comme une canalisation au fond de l'eau? Alors, je ne l'ai pas dit, mais en fait, je suis aussi membre du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel en Occitanie. C'est vrai que ces séquences ERC, éviter, réduire, compenser, elles font partie du quotidien de ce type de comité, puisque tous les travaux qui vont se faire à terre ou en mer, toutes les perturbations, elles vont passer par ce type de séquence. Donc quand on ne peut pas éviter, quand il faut réduire, là typiquement sur ce type de travaux, c'est ce qu'on voyait au niveau de l'ensouillage, il faut faire quelque chose de très précis. En se basant sur ce qui a déjà été réalisé et qui a fonctionné, c'est faire des ensouillages précis, c'est surtout tenir compte de la courantométrie, éviter la dispersion des particules, faire en sorte de réutiliser le sédiment local et sa granulométrie originelle pour reconstituer les fonds, de manière à ce qu'il n'y ait pas de perturbation. On est sur des zones, encore une fois, qui peuvent paraître de prime abord nues. On est sur de la vase, sur des fonds sableux, mais c'est des zones qui en fait hébergent une faune endogée, une faune qui va être dans le sédiment, qui est extrêmement importante en termes de recyclage de la matière, qui va jouer aussi un rôle important comme source de nourriture pour des populations de poissons, de rougets par exemple, de grondins ou d'autres espèces commerciales qui sont particulièrement intéressantes pour l'activité économique locale. Donc l'ensouillage doit se faire de la manière la plus propre, encore une fois, possible. Il faut vraiment reconstituer les fonds au mieux, ne pas utiliser des systèmes qui vont vraiment perturber l'environnement, que ce soit à l'endroit de la canalisation ou dans le périmètre d'influence à cause des courants, comme vous le disiez. Et puis effectivement, après, faire des suivis au long cours pour vérifier que tout ça se met bien en place, qu'il n'y a pas un retour vers la surface de la canalisation et qui pourrait entraîner des perturbations locales néfastes à la biodiversité. Donc ça, c'est la partie vraiment réduire. Et pour la partie compenser, on a des habitats qui sont fragiles, on a des herbiers de Posidonie, on a des nécessités de mise en place de mouillage, on a des besoins aussi de suivi scientifique qu'il faut des fois financer. On le voit là sur l'éolien, les mesures qui ont été prises, les mesures financières qui ont été adossées à l'éolien pour faire les suivis sont parfois insuffisantes à long terme. Et donc, il faut aussi pouvoir accompagner ces suivis et financer divers moyens en fait, d'études scientifiques, que ce soit vers le public ou le privé, pour qu'on puisse arriver sur du long terme à faire des suivis qui portent leurs fruits et qui permettent de s'assurer que quand on fait des travaux d'une telle ampleur, on n'a pas sur du long terme des impacts qu'on aurait pu négliger à la source. Pascal Romain et Hervé, je vous pose la question à tous les deux. Ces suivis, vous en parlez beaucoup. Qui est-ce qui fait les suivis et quel est le rôle des scientifiques, des organismes comme le Parc naturel marin dans cette étape post-projet ?
Juste pour rapidement, mais je vais te passer la parole, mais donc ça va être souvent des bureaux d'études, mais des bureaux d'études qui seront accompagnés par les scientifiques des organismes d'État. Ça peut être aussi accompagné par le parc, par la réserve marine, donc par des agents de l'État ou du département, qui vont donc contribuer à ces études. C'est vrai qu'on peut aussi, nous, institutions de l'État, comme l'Observatoire océanologique de Banyuls, qui est une institution de Sorbonne Université du CNRS, participer ou être porteur d'études d'impact, mais c'est vrai que généralement, c'est pas notre mission première. On va être là plutôt en tant que spécialiste pour accompagner des ingénieurs, des structures spécialisées en ingénierie de l'environnement qui vont porter ce type de projet et qui auront les moyens nécessaires pour le faire et l'organisation nécessaire pour le faire aussi. Alors, pour nous, Parc, en fait, notre savoir-faire, c'est de faire travailler des gens d'horizons très différents. Donc, il y a à la fois, bien sûr, les scientifiques, mais il y a aussi des ONG, il y a des socioprofessionnels, etc., qui sont dans notre conseil de gestion et qui, en général, sont regroupés autour d'un groupe de travail dédié. Donc, on l'a fait pour l'éolien. On va certainement le poursuivre, d'ailleurs, dans les nouvelles phases de développement de l'éolien. Pour Barmar, le moment venu, on verra s'il y a matière à réunir ces acteurs du territoire. Donc c'est vrai que cette précaution sur la dimension socio-économique, elle ne doit pas être négligée. Ça fait partie aussi des missions du parc de préserver nos activités socio-économiques, notamment la pêche sur ce territoire. Donc ils ne sont pas là aujourd'hui, je pense. Mais en tout cas, on sait que à chaque fois, pour eux, ces nouveaux aménagements, ces nouveaux équipements sont source d'inquiétude pour leur pratique. Et donc, on peut leur apporter un maximum de garanties, mais c'est vrai qu'il y a une grande attention à avoir là-dessus. Et puis après, c'est vrai que les scientifiques sont très vigilants pour justement avoir une vision en profondeur et s'assurer dans le temps que ces nouveaux équipements, ces nouvelles installations restent, on va dire, compatibles avec nos enjeux de conservation. Merci. Vous avez parlé de la pêche. Dans 2 semaines, d'ailleurs, à 7, on aura une conférence débat sur le même modèle, cette fois pour évoquer le rapport entre pêche, conchyliculture et infrastructure. Et ce soir, je le précise, parce qu'on va passer maintenant aux prises de parole dans la salle. Bien sûr, le sujet central, c'était la biodiversité, mais on ne s'interdit pas de parler de pêche aussi et de parler du projet dans son ensemble. Écoutez, merci beaucoup en tout cas pour ces éclaircissements. Ce n'est pas terminé, puisque je pense que maintenant, il y aura des questions qui pourront s'adresser aussi bien aux représentants de Barmar qu'à vous-même en tant qu'expert. Et donc, je me tourne tout de suite vers le public pour prendre vos premières questions ou vos points de vue, vos avis sur le projet. Monsieur, j'arrive. Et ensuite, on verra s'il y a des questions en ligne. Merci. J'aurais voulu savoir la température qu'il y avait autour de ce tuyau à 100 bars. Ce que ça représente quand même. Oui. En fait, la température, aujourd'hui, ce qu'on regarde, et dans notre design, on a donc des compresseurs, c'est eux qui font monter justement la pression à ce niveau-là et qui nous permettent de faire transiter le gaz. Ces compresseurs, ils sont situés à Barcelone, à terre. Juste derrière le compresseur, il y a ce qu'on appelle un aéro-réfrigérant. C'est un petit dispositif qui nous permet de refroidir le gaz à une température qu'on juge suffisante pour assurer qu'il n'y ait pas de problème par la suite pour le transport. Cette température, elle est de l'ordre de 45 degrés aujourd'hui dans le design de la canalisation. Et la canalisation, ensuite, pour faire sa transition terre-mer, on l'a vu dans la vidéo, c'était présenté par Manuel, elle passe par un microtunnel. Un microtunnel, donc c'est simplement un tunnel qui est creusé pour faire cette transition entre terre et mer. Voilà. Et la canalisation est ensuite glissée à l'intérieur. Et en fait, on passe donc d'un gaz qui va être maximum à 47 degrés, mais on va très très vite, dès les premiers mètres et à l'intérieur même de ce microtunnel, avoir une circulation d'eau autour de la canalisation, puisque le microtunnel est rempli d'eau, qui fait qu'on va très rapidement retrouver des températures qui seront celles de l'eau. Et puis ensuite, la canalisation, dès qu'elle sort du microtunnel, l'objectif, comme on l'a dit, c'est de l'enfouir. Et donc là aussi, on va avoir un système qui va être vraiment isolé de l'eau, avec au moins 1 mètre de couverture. Et donc en fait, on ne prévoit aucun changement de température de l'eau autour de la canalisation. À 100 bars avec la vitesse. À 100 bars avec la vitesse donc du fluide. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a des simulations. Ça, c'est des choses qui se modélisent assez bien. Je ne sais pas, Caroline, si tu voudras en dire 2 mots, si tu veux, tout à l'heure. Mais on a des modélisations qui se font très bien. On a des logiciels aujourd'hui qui sont en fonction de la nature
du fluide ou du sol autour de la canalisation, en fonction de la température du gaz à l'intérieur de la canalisation, en fonction du débit effectivement, qui sont capables de nous dire à quelle distance du point de départ on retrouve des températures de l'ordre de celles de l'environnement extérieur. Et aujourd'hui, ce que ça dit, c'est qu'effectivement, en quelques centaines de mètres, peut-être 1 kilomètre, 1,5 kilomètre, on va retrouver la température qui est celle de... on va retrouver à l'intérieur du tube une température qui est de l'ordre de celle qu'on a à l'extérieur. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions dans la salle tout de suite ou est-ce que je me tourne vers Madame Larue pour l'instant? Est-ce que donc voilà, on peut mettre Madame Larue à l'écran? Allez-y. Sur la site, vous m'entendez? Alors, il y a trois types de questions. Une première type de question sur le lien avec la thématique de la conférence sur la biodiversité. Trois questions, je dirais, qui peuvent se rejoindre par rapport à ça. La première est pourquoi passer par la mer? Pourquoi passer en mer? Donc, je pense que c'est en lien aussi derrière avec la question de la biodiversité. La deuxième, c'est que se passe-t-il en cas de fuite, puisque ça peut avoir aussi, il me semble, des conséquences sur la biodiversité. Et est-ce qu'il y a un risque sismique sur le trajet de la canalisation? C'est un peu les trois questions que je regroupe autour des questions de biodiversité. La deuxième type de question, je vous l'ai dit tous, comme ça vous regarderez l'ensemble des réponses possibles, sont plus sur les caractéristiques du projet. Notamment une question pour une production de 2 millions de tonnes, combien d'eau utilisée? Combien d'électricité, combien d'usines et de surfaces imperméabilisées, donc plus les caractéristiques du projet. Deuxième élément, c'est que de précision demandée, comment l'hydrogène sera-t-il transporté une fois arrivé à Fos? Et est-ce que l'hydrogène sera décompressé à l'arrivée? Donc là encore, une question plus sur les caractéristiques du projet. Et puis, un dernier type de question, c'est sur la mobilisation, parce qu'il semble qu'il n'y ait pas trop de monde, ni en ligne, ni dans la salle. Une question, c'est comment l'information a été réalisée. Il me semble qu'il y a vraiment peu de monde. Voilà. Pour l'instant, les trois types de questions que j'ai essayé de regrouper, même si elles n'ont pas été posées dans cet ordre. Merci. Peut-être Thomas, pour la première question, c'était pourquoi le choix d'un passage par la mer? Ouais, je pense que je vais prendre les trois premières et puis après je pense que Manuel, je te laisserai répondre aux trois suivantes peut-être. Donc les trois premières, pourquoi le choix par la mer? Alors effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'origine de ce projet, c'est une origine, on l'a dit, européenne, une volonté forte de l'Europe de décarboner et d'assurer la souveraineté énergétique. Ça s'est traduit par un accord politique entre Espagne, France, Portugal et l'Allemagne, qu'on appelle l'accord d'Alicante, qui était de construire une interconnexion entre la péninsule ibérique et le reste de l'Europe, et notamment la France, par la mer. Donc cet accord parle spécifiquement d'une canalisation sous-marine. Et puis sur quoi cet accord s'appuie pour parler de tout ça? Il s'appuie très probablement sur le fait qu'on a eu déjà plusieurs projets qui se sont succédés pour la traversée des Pyrénées par les Alberts pour des canalisations de gaz naturel. On a eu le projet MidCat, puis le projet STEP. Des projets qui ont tous été arrêtés, notamment pour des raisons de conditions de marché du gaz. On ne va pas rentrer dans les détails ici, mais voilà, on avait des perspectives d'évolution du marché du gaz à l'époque qui ont complètement changé avec certaines catastrophes industrielles internationales type Fukushima, qui ont complètement changé les flux de gaz en Europe notamment, qui étaient prévus et donc qui ont arrêté ces projets-là. Néanmoins, sur ces projets-là, les études avaient été assez loin pour regarder la partie impact, faire l'étude d'impact, notamment regarder la partie biodiversité. Effectivement, il y avait des sujets très sensibles sur la traversée des Alberts et puis sur un certain nombre d'habitats aussi en Languedoc-Roussillon avec une très grande diversité et donc des sujets biodiversité. Il y a ce premier sujet-là et effectivement, je vois le parc qui me dit on pousse un peu de côté maritime. Là, il y a un sujet aussi qui est très important. En fait, c'est toujours difficile de comparer la biodiversité d'un côté de l'autre. Donc c'est sûr que ce sera difficile de dire c'est mieux de ce côté que de l'autre de ce point de vue-là.
Tout est surtout dans la façon dont on va justement pratiquer cette séquence ERC et s'assurer d'avoir un impact le moindre possible. Il y a aussi un sujet important pour la partie terrestre, c'est le sujet foncier. C'est-à-dire que quand on construit une canalisation terrestre, et des canalisations terrestres, il y en a des milliers partout, mais c'est vrai qu'il y a un sujet foncier dans la mesure où on va traverser des milliers de parcelles de propriétaires privés, là où une canalisation en mer, c'est de la traversée de domaine public sur un très long linéaire. Et je pense qu'il y a de ça. Et je pense qu'il y a de ça dans la décision, dans l'accord politique qui fait qu'aujourd'hui, on étudie une canalisation en mer. Le dernier point, c'était sur l'environnement, c'était le risque sismique. Alors, je ne sais pas, Thomas, si tu peux répondre, ou peut-être aussi Monsieur Magnin. Oui. Est-ce que je pourrais... Il y a juste un complément de demande d'information par rapport à cette question du trajet en mer. On dit oui, mais pourquoi ne pas connecter le réseau espagnol et le réseau français par l'ouest des Pyrénées? C'est juste pour que M. Holleaux puisse compléter son Très bien. Du coup, effectivement, ça serait donc raccorder le réseau espagnol côté ouest, côté donc plutôt façade atlantique, par la terre et le réseau français. La volonté et ce qu'il y a derrière ça, c'est de dire aujourd'hui, quand on regarde où sont les principaux consommateurs pressentis, ou en tout cas c'est qui vont arriver en premier sur le marché de consommation de l'hydrogène, et où sont les producteurs. Les producteurs sont plutôt sur la péninsule ibérique, donc ça, effectivement, dans les deux cas, pour une connexion ouest ou une connexion est, ça répond, ça change rien au sujet. Par contre, les consommateurs, on a quand même beaucoup de consommateurs industriels sur la vallée du Rhône en France, la vallée de la chimie, sur la partie fabrication d'engrais, dans le golfe de Fos, et aussi beaucoup de consommateurs, ensuite, quand on remonte vers le nord, vers l'Allemagne, pour la sidérurgie. Et donc, tout l'intérêt, c'est de faire en sorte que le premier réseau, la première partie du réseau de transport, passe au plus près de ces industriels. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les perspectives européennes à long terme, et vous pourrez notamment aller voir un programme qui s'appelle TYNDP, TYNDP, où on peut trouver sur Internet rapidement une carte de tous les projets le plus long terme sur le réseau hydrogène. On voit qu'il y a bien un projet de raccorder, de faire en gros un maillage de cette interconnexion franco-espagnole et de faire une deuxième interconnexion côté ouest des Pyrénées, mais qu'on est sur un projet à beaucoup plus long terme et que cette classification de l'ordre a été faite surtout en fonction des besoins de consommation et des premiers consommateurs qui seraient amenés à utiliser l'hydrogène transporté par ces canalisations. Donc les deux autres questions sur l'environnement, c'était qu'est-ce qui se passe en cas de fuite, quel est l'effet au niveau du milieu marin, et quid du risque sismique dans la Méditerranée. Qu'est-ce qui se passe en cas de fuite? Alors là, c'est pareil, hein, on va lancer des études qui vont nous permettre de modéliser une fuite selon le diamètre de la fuite, selon un certain nombre de critères, et d'évaluer le panache de dispersion d'hydrogène qui sortirait de cette fuite de la canalisation. Aujourd'hui, sans que cette étude soit faite, c'est difficile de vous dire, mais il y a de bonnes chances qu'une partie de l'hydrogène se dissolve dans l'eau. Cet hydrogène-là n'est pas de nature ni à polluer, ni à nuire à la faune. Hein. Il est inerte, c'est un gaz inerte. Et donc voilà, aujourd'hui, si on parle de biodiversité, même en cas de fuite, pas de problème. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que tout est fait. Alors c'est que déjà des canalisations hors, une fuite hors acte de malveillance sur une canalisation, parce qu'on a tous en tête forcément l'épisode Nord Stream en mer du Nord, mais une fuite, aujourd'hui, ça n'arrive jamais. Il y a un taux de fréquence dans le monde qui est extrêmement bas, tout simplement parce que quand on design une canalisation comme ça, on veut éviter le plus possible d'aller faire des réparations, même si les réparations sont possibles, parce qu'elles sont très coûteuses, et donc on veut éviter d'y retourner. Donc dans le design de la canalisation, on prévoit à la fois une épaisseur d'acier qui soit suffisante, mais à la fois tout un tas de protections, avec le revêtement anti-corrosion, avec le béton, dans notre cas en plus avec l'enfouissement de la canalisation, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de possibles dommages sur la canalisation et de fuite, quelle qu'elle soit. La dernière question. Le risque sismique. Le risque sismique, c'est un sujet que notre ingénierie est en train de regarder. On sait que effectivement la mer Méditerranée a une certaine activité sismique. On a quand même un recensement aujourd'hui, une bibliographie qui nous dit qu'il y a beaucoup d'activités sismiques en Méditerranée. Donc c'est effectivement un paramètre qu'on étudie, qu'on intègre, et quand on fait notre dizaine de canalisations, il y a
ce qu'on appelle l'étude de la fatigue. C'est-à-dire qu'on se doit de prévoir un petit peu l'avenir, et tout le design de la canalisation, on le fait non seulement pour que la canalisation fonctionne au moment où on la met en service, mais pour qu'elle tienne dans le temps le plus longtemps possible. Et donc aujourd'hui, tout ce qu'on fait en termes de stabilité, on fait des études pour assurer la stabilité de la canalisation. C'est pour ça notamment qu'on a un revêtement béton aussi au-dessus de la canalisation, c'est pour assurer sa stabilité dans le temps. Ça tient en compte bien sûr du risque sismique et de l'activité sismique en fait dans la zone géographique dans laquelle on travaille. Merci. Il y avait ensuite des questions plus générales, alors notamment une question qui portait non pas directement sur la canalisation, mais sur ce qui se passe avant, au moment de la production de l'hydrogène, avec la question de qu'est-ce que ça, l'équivalent de 2 millions de tonnes donc, d'hydrogène par an, qu'est-ce que ça consomme en eau, en électricité, en surface éventuellement, si on peut calculer cela. Alors effectivement, sur ces questions, produire de l'hydrogène, et dans ce que nous faisons là, on est sur évidemment un besoin en électricité, un besoin en eau. Là, on parlait de 2 millions de tonnes d'hydrogène chaque année. Alors d'abord, l'électricité en elle-même. Qu'est-ce qui fait qu'on construit cette canalisation? On est dans un mouvement où on a beaucoup de production d'électricité renouvelable en Espagne et au Portugal, ce qui amène à avoir finalement presque un excédent de capacité de production d'électricité et par conséquent de production d'hydrogène par rapport aux besoins sur la péninsule ibérique elle-même. D'où le fait de se dire, avec cette électricité, on va produire de l'hydrogène et on va pouvoir ensuite le faire circuler et l'amener là où il y a le plus de besoins. Il y a bien sûr en Espagne, mais il y a un excédent, encore une fois, c'est-à-dire qu'il y a une capacité à exporter vers la France, puis vers l'Allemagne. Pour arriver à ces 2 millions de tonnes d'hydrogène, ce qu'on considère, c'est un développement des installations de production d'hydrogène en Espagne qui vont amener à la consommation de l'ordre de 10 à 12 gigawatts d'électricité. Et pour produire une tonne d'hydrogène, ce qu'on indique dans les documents du projet, c'est la consommation de 50 à 65 mégawattheures d'électricité. Et là, on est sur de la valorisation de l'électricité renouvelable, essentiellement du solaire, de l'éolien, qui existe en quantité sur les péninsules. Cette électricité, elle sert à faire de l'hydrolyse de l'eau, donc il y a bien sûr une consommation d'eau. On est pour rester sur une tonne d'hydrogène, on est à peu près sur 9 tonnes d'eau qui sont nécessaires pour arriver à produire cette tonne d'hydrogène et ensuite avoir donc comme ça transformé l'électricité renouvelable en hydrogène qui va pouvoir être exportée, être utilisée dans des industries. Peut-être se resituer sur les ordres de grandeur. Quand on parle de 12 gigawatts, on est sur l'équivalent d'un peu plus d'une dizaine de tranches nucléaires qui vont être mises en valeur. Alors là, on est sur l'électricité renouvelable, donc on travaille avec de l'éolien et du solaire pour produire de l'énergie. Et quand on parle des quantités d'eau, on est sur l'équivalent de 0,1% de l'eau qui est utilisée pour les activités agricoles en Espagne, par exemple. Donc il faut situer et relativiser ces éléments-là. Ces productions, ces sites de production d'hydrogène, ils sont répartis au sein du territoire espagnol et leurs implantations. Alors, je ne vais pas vous répondre exactement en termes de surface, mais ces implantations, elles sont réparties, elles sont évidemment validées et discutées localement à chaque fois pour obtenir les autorisations nécessaires. Et au sein de l'Espagne, il y a ce qu'on appelle un réseau de collecte, un réseau structurant de collecte de l'hydrogène qui va permettre de connecter tous les sites de production et puis de faire converger cet hydrogène, et ce qui en sera excédentaire, vers Barcelone pour rejoindre Barmar et poursuivre sa route. Et nous avions des questions ensuite sur la suite de la route, justement. Qu'est-ce qui se passe après Fos? Qu'est-ce qui se passe après Fos? Voilà. Quel projet? Voilà. Après Fos, tu l'évoquais, Thomas, on arrive parmi les 3 éléments, encore une fois, une station de compression. On donne de l'impulsion à l'hydrogène pour qu'il franchisse les 400 km de canalisation. Il ressort à Fos, on est sur la Terre, et là, il est connecté à un réseau, à des tubes à nouveau d'hydrogène, qui sont cette fois à terre, qui sont comme les tubes de gaz, comme on sait les faire en Europe, qui sont ensuite enterrés pour tout le cheminement. Et on va être connecté ainsi à des réseaux régionaux qui vont irriguer toute la zone sud et la zone de Marseille et du Midi, qui vont connecter des réseaux vers l'Occitanie. Ensuite, on le voyait sur une carte dans la présentation du projet, et qui vont poursuivre leur chemin avec un projet qu'on appelle AIFEN, qui vont remonter la vallée du Rhône et qui vont permettre d'aller plus au nord encore et de continuer le chemin comme ça jusqu'en Allemagne, tout en permettant à des réseaux régionaux
le long de la vallée du Rhône, plus loin en Moselle, de se connecter et de venir ainsi constituer un réseau par lequel on va, sur l'échelle de l'ouest de l'Europe, comme ça, connecter des producteurs, des consommateurs d'hydrogène. Donc une fois qu'on arrive à Fos, la canalisation Barmar, elle se connecte, elle est soudée à une canalisation terrestre qui va permettre de poursuivre le chemin et d'aller desservir des consommateurs et de raccorder aussi d'autres producteurs potentiellement. À la question, est-ce que, je viens à la troisième, c'était est-ce qu'on va décompresser l'hydrogène ensuite, puisqu'on vient de vous dire à Barcelone, on comprime pour prendre l'élan. Est-ce qu'on va décompresser ensuite? Ce qui se passe quand le fluide avance dans la canalisation, c'est qu'il y a toujours un peu de frottement sur les parois. Et donc, naturellement, au fil du chemin, la pression va baisser et va diminuer petit à petit. C'est pour ça qu'on prend l'élan à Barcelone, pour pouvoir traverser. On prend suffisamment d'élan dans les premières étapes du développement de l'hydrogène en Europe pour pouvoir continuer sur plusieurs centaines de kilomètres et pouvoir remonter ainsi tout au long de la vallée du Rhône. Donc on n'a pas prévu de station de compression à l'arrivée en France, on continue sur le même élan. Et au fur et à mesure que l'hydrogène va cheminer au long du réseau, il va naturellement baisser en pression. On s'assurera ensuite, alors il y a une règle d'or dans les réseaux, c'est que le gaz que nous distribuons, il arrive toujours en légère surpression au niveau du consommateur final. Pourquoi? Pour éviter que quand on ouvre pour utiliser le gaz, que ce ne soit jamais l'air qui rentre dans le réseau, mais c'est toujours le gaz qui va sortir. Donc on s'arrange toujours pour avoir une légère surpression. Compte tenu du design des installations, on va aller livrer des industriels quand on parle d'hydrogène là. C'est les industriels, à chaque fois qu'on aura un poste de raccordement vers un industriel, c'est à cet endroit-là qu'il y aura un dispositif d'adaptation de la pression pour s'assurer qu'on va arriver toujours un petit peu plus haut, c'est normal, qu'il y ait toujours une mise en sécurité et on va abaisser un peu la pression avant de rentrer sur le système intérieur de l'industriel. Merci. La dernière question portait sur la mobilisation du public. Thomas va reprendre la parole. J'en profite juste avant que Thomas réponde pour souligner qu'on propose, donc demain on va rencontrer les étudiants de SUP-ENR, donc ça c'est un événement qui est réservé aux étudiants, mais on propose aussi le matin une visite en bateau depuis Port-Vendre. Pourquoi Port-Vendre? Parce que c'est le point, je crois, le plus proche sur la côte du fuseau. Oui, c'est ça. Il y avait un intérêt, du coup, on fait 2 visites en bateau dans le cadre de cette concertation. Une visite du golfe de Fos, puisqu'effectivement, c'est là qu'arrive la canalisation en France. Et donc, il y a une grande importance que le public et que les gens que ça intéresse comprennent où exactement on imagine faire passer la canalisation et quels sont les sujets, enjeux technico-économiques et environnementaux autour. Et puis, on a voulu cette visite effectivement aussi au large de Port-Vendre pour se rendre compte de la distance à la côte à cet endroit-là. C'est vrai que quand on regarde la carte qu'on a pu voir au départ ou quand on regarde celle qu'il y a sur les posters au fond de la salle, pour ceux qui sont présents ici, on a l'impression qu'on est effectivement près des côtes, très près des côtes. Au large de Port-Vendre, on est à une douzaine de kilomètres de la côte. Et l'idée, c'était de discuter du projet, de à nouveau poser avec peut-être un public différent et des gens qui ne connaissent pas le projet, parler du projet, expliquer comment on pose une canalisation, à quoi ça va ressembler, et être vraiment en situation de se dire, demain, si le projet se fait, la canalisation sera sous nos pieds et de se rendre compte visuellement dans quel environnement on se situe. Et en ce qui concerne donc la communication qui a été faite, il y a eu, je crois, des annonces dans la presse. Et il y a eu des relais aussi via les collectivités qui ont été informées et qui ont pu relayer l'information auprès du public. Oui, c'est ça. Il y a eu donc des relais dans la presse. Donc il y a un volet réglementaire, tout ça. Je pense que M. Bourissou aussi pourrait nous rappeler les critères réglementaires associés. Mais dans le cadre d'une concertation de ce type-là, préalable, on se doit de diffuser l'information auprès du public, et donc il y a plusieurs moyens. Il y a déjà un affichage qui a été fait partout dans les mairies plus de 15 jours avant la date d'ouverture de la concertation, un affichage réglementaire. On a ensuite des affichages réglementaires qui ont été faits aussi dans la presse régionale, et puis en plus de ça, on a accompagné ça avec un travail de fond avec le groupe Midi Libre, et donc la Dépêche, l'Indépendant, Midi Libre et la Provence aussi côté plutôt Bouches-du-Rhône et PACA. D'encarts publicitaires expliquant que la concertation avait lieu, pour inviter les gens à venir participer. Et on a communiqué largement à la fois sur les réseaux sociaux, sur les notes, sur ceux du groupe Midi Libre et dans la presse écrite pour faire en sorte qu'on ait le plus de participation possible à ces événements.
Je ne sais pas si M. Bourissou, vous avez des compléments sur ce sujet. Non. Je vais à nouveau me tourner donc vers la salle pour voir s'il y a d'autres prises de parole, d'autres avis ou d'autres questions sur le sujet. Oui, monsieur, je vous passe le micro. Oui, merci, bonsoir. Moi, en fait, je cherche à comprendre une mise en perspective des chiffres que j'ai vus, puisque j'ai lu 2 milliards de tonnes de CO2 économisées grâce à ce type de projet, 2 milliards sur 40 ans. Donc déjà, ça fait plus que 500 millions par an. 500 millions par an. Non. 50 millions par an. Voilà. Donc ça fait déjà beaucoup moins. Ensuite, un projet qui est donné pour 40 ans. 40 ans, ça ne me paraît pas beaucoup. Et enfin, et pour le relier à la question qui nous intéresse ce soir là, sur l'environnement, c'est qu'au bout de 40 ans, il restera les canalisations. Et après Alors, pour répondre à cette question, effectivement, les 40 ans, quand on construit une canalisation, et c'est le cas pour tous les ouvrages, vous avez aujourd'hui des canalisations de gaz qui passent sous nos pieds, qui sont en fonctionnement, qui ont 60, 70, 80 ans. Mais en fait, quand on design un ouvrage, on fait des calculs, on fait des modèles, et ces modèles, ils sont donnés pour une durée de vie théorique. À partir du moment où on a défini la durée de vie théorique de l'ouvrage et le design de base de l'ouvrage, ça ne veut pas dire que 40 ans et un jour ça s'arrête, pas du tout. Généralement, il y a toujours des coefficients de sécurité qui sont prévus, et donc c'est des ouvrages qui, comme je vous le dis, pour le gaz naturel, sont encore aujourd'hui utilisés à 70-80 ans. Ça sera sûrement le cas aussi pour cette canalisation. Simplement, une fois qu'on a dit, voilà, pour le design technique, on dit que c'est 40 ans, quand on fait un bilan carbone, on dit aussi que ça va durer 40 ans, sinon on n'est pas cohérent. Et donc, du coup, on se fixe même pas de temps pour tous les sujets qu'on étudie et qu'on aborde. Vous dites effectivement, le bilan carbone, 50 millions par an, c'est effectivement beaucoup moins, hein, mais c'est divisé par 40 le bilan global qu'on a donné. Quand on fait le bilan carbone global, c'est via une méthodologie qu'on appelle l'analyse du cycle de vie, donc ça intègre vraiment toute la durée de vie théorique de l'ouvrage, c'est pour ça qu'on parle de ces 40 ans. Et en fait, c'est toujours important de mettre au regard, c'est que ce calcul, il intègre à la fois les bénéfices du projet, et donc ça, on l'intègre sur toute la durée de vie, mais aussi les effets négatifs. Les effets négatifs, en fait, ils sont là une bonne fois au départ quand on fait la construction, parce que la fabrication de l'acier, c'est aujourd'hui, et c'est une des raisons pour laquelle on fait ce projet, mais quand on va le construire, on n'aura pas encore les industries qui vont bien pour faire de l'acier parfaitement vert, en tout cas pas assez linéaire là. Mais du coup, l'acier, c'est assez émetteur, et c'est un des gros pôles d'émission du projet. Les bateaux qu'on va utiliser aussi, ils sont pas verts, hein, donc forcément, il y a aussi un impact là-dessus. Mais ce qui est très intéressant dans ce projet, c'est que le gain sur 40 ans, il est vraiment très très important par rapport à cet impact temporaire du début du projet. Ensuite, il y a un impact négatif qu'on compte aussi dans ce bilan, c'est la consommation de l'énergie de la compression, par exemple, qui, elle, va durer toute la durée de vie de l'ouvrage. Donc ça aussi, elle intègre dans le calcul. On intègre dans le calcul le coût, le bilan carbone, parce qu'aujourd'hui, c'est assez bien documenté aussi, le bilan carbone de l'électrolyse de l'eau pour fabriquer l'hydrogène, parce que cet hydrogène, forcément, voilà, s'il n'y a pas d'hydrogène, il n'y a pas le bénéfice au fond, donc ça serait dommage de ne pas le compter. Et donc voilà, on intègre tous les paramètres, et donc on ne peut pas simplement se dire qu'on fait une analyse sur un an, parce que effectivement, sur un an, on va ne voir que les impacts de la canalisation, et si cette canalisation elle est faite, c'est pour être amorti tant pour ses bénéfices que sur le plan économique. Donc il faut regarder toute la durée de vie, et c'est pour ça que le calcul est fait comme ça. Le dernier point, c'était qu'est-ce qui se passe à la fin de la durée de vie, donc que ce soit 40 ans ou 60 ou 80, qu'est-ce qui se passe avec la canalisation à la fin? Peut-être du point de vue technique, Thomas, vous pouvez répondre, mais ça nous intéresse aussi d'avoir l'avis peut-être d'Hervé Magnon, de Pascal Roman, pour savoir ce qui se passe au niveau de la biodiversité avec une infrastructure qui est au fond de l'eau. Qu'est-ce qui se passe dans 40 ans Dans 40 ans, effectivement, la canalisation sera donc toujours normalement enfouie. Nous, on continuera son inspection, et il y a du coup toujours un plan de maintenance et d'inspection pour s'assurer qu'elle soit toujours intègre. Comment on fait ça? Et c'est peut-être important que le public le sache, c'est qu'il y a une inspection externe, et on regarde avec des ROV régulièrement que tout se passe bien, que la canalisation ne soit pas découverte, qu'il n'y a pas d'intervention tierce, un accrochage ou autre qui fait qu'on a un problème. Mais surtout, on regarde ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on passe régulièrement
ce qu'on appelle un piston instrumenté à l'intérieur, qui est un outil quand même de haute technologie qu'on passe aussi dans nos canalisations terrestres, pour mesurer la géométrie au micron près, la géométrie du tube, pour mesurer l'épaisseur d'acier, voir s'il n'y a pas d'anomalie, s'il n'y a pas de défaut. Et toutes ces mesures-là nous permettent de savoir si on est toujours OK avec le fait de transporter un fluide dans ces canalisations. Donc, après les 40 ans, on devrait poursuivre l'utilisation de cette canalisation. Et dans, je ne sais pas, 70, 80 ans, quand potentiellement on se rendra compte qu'elle ne sera plus utilisable ou qu'on ne voudra plus transporter d'hydrogène, eh bien, se posera la question de savoir qu'est-ce qu'il vaut mieux faire. Est-ce qu'il vaut mieux la laisser effectivement enfouie au fond, ou est-ce qu'au contraire, il faut faire des travaux pour tout sortir? Ça fait partie aujourd'hui de ce qu'on nous demande réglementairement quand on réalise des études d'impact. On nous demande de regarder le démantèlement. Et donc, effectivement, il faudra se poser la question. On va se poser la question déjà dans l'étude d'impact, mais il faudra se poser la question à ce moment-là de savoir qu'est-ce qui vaut mieux pour l'environnement. Est-ce qu'il vaut mieux laisser les choses en l'état ou est-ce qu'il vaut mieux retirer toute la canalisation? Ce qui serait un deuxième projet dans le projet. Hervé Magnin, Pascal Roman, alors des retours d'expérience de canalisation au fond de l'eau depuis 50 ans, forcément on n'en a pas, mais peut-être d'autres infrastructures. Est-ce que vous avez peut-être des choses qui pourraient être transposables sur les effets que ça a sur le très long terme, là, en l'occurrence? C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que la mer, c'est un domaine public maritime. Donc, qui dit domaine public dit qu'il est inaliénable et que du coup, toute occupation doit avoir un caractère temporaire. Enfin, c'est la définition même d'un domaine public. Et donc, c'est vrai que si on prend l'exemple, et malheureusement, il y en a, d'autorisation d'AOT, donc d'autorisation d'occupation temporaire de ce domaine public. On a les récifs artificiels qui ont été chez nous implantés dans les années 80 pour les premiers. Et ces récifs avaient été installés avec une certaine durée de vie, enfin un peu ce qu'on vient d'évoquer, et qui devaient être démantelés et extraits au terme de ces autorisations. En réalité, ce qui se passe souvent, c'est que le temps passe. Les gestionnaires qui étaient à l'origine de l'installation, ils ont disparu. L'État s'est un peu endormi au moment de rappeler à l'ordre les gestionnaires. Et donc, on finit avec des récifs artificiels qui n'ont plus de propriétaires et qui sont là définitivement. Donc, c'est pas obligatoirement dramatique. Ça peut être, dans le cas des récifs artificiels, il y a des choses qui sont possibles malgré tout. Mais c'est vrai qu'il faut avoir en tête qu'effectivement, le temps long, malheureusement, dessert plutôt cette politique de retirer ce qu'on a mis et qui a artificialisé quelque part l'écosystème. Donc, se projeter à 60, 80 ans, quelle sera notre planète à cette échéance-là, c'est tellement difficile de le dire. Que je pense que voilà, la question qui est bien posée, qui est de dire est-ce que demain, et que tout le monde, y compris nous, demain, si on était confronté à cette question sensible, est-ce qu'il y a plus d'impact à le retirer qu'à le laisser? Effectivement, ça fait partie des questions à se poser intelligemment le moment venu, au-delà même des coûts, hein, parce que c'est porté par quelqu'un, quoi, ces coûts. Si je peux compléter et faire toujours le parallèle, parce qu'effectivement en mer on a peut-être moins de recul. Par exemple Terega, qui est la société pour laquelle je travaille, un des actionnaires donc, du projet, pour l'instant on réalise cette activité depuis 80 ans. Donc l'origine du projet, l'origine de la société, c'est le gisement de lac. Et donc ça fait 80 ans qu'on a fêté les 80 ans de l'activité l'année dernière. Donc des ouvrages qui ont 80 ans, on en a des un peu plus jeunes aussi, et on en a aussi remplacé certains nombres. Au vu de l'inspection et au vu de ce qu'on a donné, la façon dont on posait les canalisations à l'époque font que certaines ont moins bien vieilli que d'autres, et donc on les a arrêtées. Donc on fait une déclaration d'abandon, ça s'appelle. Et donc s'offrent plusieurs solutions à nous, et je pense qu'aujourd'hui on a eu tous les cas de figure en terrestre. Ce qui est important, c'est de poser la question au moment où on veut le faire. On a eu des cas de figure où, effectivement, en regardant l'environnement autour de la canalisation et en regardant ce sous quoi c'est des canalisations enterrées, là aussi, ce sur quoi on passait, il valait mieux retirer la canalisation, et c'est ce qu'on a pu faire sous des cours d'eau, par exemple, ou sous des milieux de ce type-là. Certaines fois, au contraire, la biodiversité était revenue de façon telle au-dessus qu'on s'est dit
on va faire plus de dégâts en enlevant qu'autre chose. Et dans ce cas-là, ce qui est fait généralement, c'est un inertage de la canalisation, c'est-à-dire que plutôt que de la laisser vide, se corroder et puis faire un affaissement au bout d'un moment, si vraiment elle devient trop poreuse, on la remplit d'un espèce de ciment effectivement qui fait qu'elle va être inertée et que ça ne va plus bouger. Et puis il y a aussi des discussions sur certains ouvrages, notamment anciens dans la région ici, qu'on pourrait imaginer voir être convertis en canalisation d'eau ou de fibre optique. Effectivement. Donc il y a aussi des recyclages de ce type qui va être imaginé avec un usage qui est plus le bon, et en tout cas une intégrité qui est plus la bonne pour du gaz naturel ou pour de l'hydrogène, et finalement une fonction autre qui est trouvée avec le passage d'une fibre optique ou la transformation d'adaptation pour faire passer de l'eau. Voilà. Donc difficile en fait d'avoir une réponse unique, ça dépend vraiment de la canalisation, ça dépend vraiment du milieu et de son évolution autour, et donc c'est une analyse à faire le moment venu. Peut-être juste rajouter qu'on l'a vu dans votre présentation, ce qui pose le plus de problèmes a priori, ça va être la partie travaux. Une fois que la canalisation sera ensouillée et que les sédiments seront revenus à un état initial, il ne devrait pas y avoir tant d'impact que ça. Mais par contre, toute la partie travaux qui va durer 2 ans quand même, ça va être une période de pollution, de perturbation importante avec de la pollution sonore, lumineuse. Et ce qui veut dire que donc, s'il faut enlever la canalisation au bout de 40, 50 ans, on va retomber de nouveau dans une grande partie de travaux avec à nouveau des perturbations d'ampleur. Donc ça sera certainement à prendre en compte dans l'analyse de ce qu'il faut faire. Et puis c'est vrai qu'une canalisation ensouillée, tant que le sédiment dessus n'est pas remanié, normalement ça ne devrait pas poser plus de problèmes que ça. Il y a quand même un petit bémol à ça, c'est effectivement les problématiques de corrosion. Du matériau qui peuvent peut-être interférer avec le milieu naturel, enfin le milieu environnant. Mais quoi qu'il en soit, c'est certain que dans la balance, l'impact des travaux va de nouveau redevenir hyper important à prendre en compte. Et effectivement, en termes de rythme de travaux, si je peux compléter, les travaux de pose, on le disait, les bateaux avancent à un rythme de 2 à 4 km par jour. Donc en fait, c'est des travaux vraiment très itinérants qui vont aller, au final, qui vont rester en un point et qui vont avoir un impact local très temporaire, puisque le chantier avance vite. Il y a des travaux qui durent un peu plus longtemps au point de départ, avec notre microtunnel au départ à Barcelone, notre microtunnel à l'arrivée à Fos, parce que c'est facile de comprendre que creusement dans le tunnel, ça avance pas de 2 à 4 km par jour, ça va moins vite. Par contre, la pose, ça avance vite, plus vite qu'une canalisation, que la pose d'une canalisation terrestre. Effectivement, le démantèlement, aujourd'hui, on n'a pas estimé le rythme de démantèlement, mais ça serait probablement plus long, et je suis d'accord avec vous, probablement assez impactant. Et donc, effectivement, autant capitaliser sur des travaux une fois, et puis ensuite laisser le milieu reprendre ses droits. Madame, vous aviez une intervention, allez-y. Alors, j'ai une question sur la logique de précaution qui a été tout à l'heure évoquée par Pascal Roman, qui est finalement la logique scientifique. Mais comment cette logique de précaution, elle est chez vous prise en compte ? Est-ce que vous auriez par exemple un exemple de quelque chose lié à la biodiversité qui vous ferait appliquer cette logique de précaution et donc stopper le projet ? Est-ce que vous auriez un exemple ou une idée de ce qui pourrait pour vous stopper, ce qui montrerait que cette logique de précaution a bien été prise en compte comme quasiment une éthique de précaution ? Et puis tout au long de vos interventions à vous trois, je me posais la question, parce que moi je découvre ce projet, je suis un peu là par hasard, et je me disais que je ne sais pas, j'ai pas de connaissances sur tous les sujets que vous avez posés, et comment finalement ces bureaux d'études, dans leur expertise externe, parce que vous semblez effectivement très expert déjà, et c'est plutôt rassurant, mais comment ces bureaux d'études experts et externes vont se poser. Et avez-vous envisagé dans le projet, puisqu'il a aussi été dit qu'il était difficile de se poser comme scientifique sur une expertise puisqu'il n'y a pas de bibliographie, est-ce que vous avez prévu justement une étude scientifique pour poser un savoir et des connaissances scientifiques tout au long du projet qui pourrait, dans 3, 4, 6 ans, donc en 2036 si j'ai bien compris, poser
une bibliographie nouvelle scientifique qui pourrait permettre aux scientifiques en 2036 de pouvoir dire ça a eu tel impact, ça a fonctionné, ça il faut éviter. Est-ce que ce volet scientifique et recherche est un point qui va accompagner tout au long le projet, puisque moi c'est ce qui en tout cas me rassurerait sur la connaissance et le savoir. Merci. Donc il y a une première partie de la question sur le principe de précaution et qu'est-ce qui pourrait nous faire arrêter le projet. Quand on travaille avec un bureau d'études, enfin même un consortium de 2 bureaux d'études pour cette étude environnementale qui s'appelle Aegis et Techno-Ambienté, ils sont français pour Aegis, Techno-Ambienté sont espagnols. Ce qu'on leur demande, et ça fait partie des objectifs du contrat, c'est d'être capable de nous dire si on a un no-go, si on a un red flag, si on a vraiment un sujet très important. Qu'est-ce qui pourrait un sujet très important qui fait que on ne saurait pas répondre à la réglementation de façon favorable. Qu'est-ce qui fait qu'on ne saurait pas répondre à la réglementation? C'est qu'on se retrouve dans une situation où on ne peut pas éviter. On est dans un corridor très étroit, admettons, avec des contraintes techniques à gauche, à droite. On n'a qu'un petit endroit de passage, c'est notamment le cas quand on traverse les zones entre canyon et côte. Qu'à cet endroit, on est exclusivement que des espèces très sensibles, qu'on ne soit pas en mesure d'éviter, qu'on ne soit pas non plus en mesure de réduire suffisamment l'impact pour se dire que le milieu va reprendre ses droits ou qu'on ne saurait pas le faire, qu'on ne sait pas compenser non plus, parce qu'effectivement, c'est des habitats qui peuvent être très sensibles et qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire la compensation de ces habitats-là. Et donc, on se retrouverait dans la situation où on est sur un projet et on est sur un passage qui nous empêche complètement on ne saurait pas répondre favorablement à ce que oblige la réglementation. Là, je pense que clairement, on serait dans l'embarras et on ne saurait pas quoi faire pour avancer. Donc ça, c'est le premier point. Mais je pense que la réglementation française cadre bien les choses et aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'objectifs aujourd'hui qui sont cités dans la réglementation, le fait qu'il n'y ait pas de perte nette de biodiversité, il y a beaucoup de sujets qui sont traités, qui doivent intégrer la temporalité des impacts. C'est toujours ça qui est difficile à juger et ça me fait rebondir sur la deuxième partie de votre question, c'est qu'aujourd'hui on s'appuie sur beaucoup d'études scientifiques pour dire l'impact est censé être temporaire. Les images que vous voyez là, ce n'est pas des images de notre projet, c'est des images d'autres ouvrages et donc on s'appuie sur ça pour se dire effectivement, il semble que sur ce type d'habitat, ce type de substrat, ça prend quelques mois pour redevenir à l'initial, mais il semblerait qu'au bout de plusieurs mois, 1 an, 2 ans, on arrive à retrouver les fonctionnalités qui étaient là initialement. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Et pour revenir sur la capitalisation scientifique, il y a deux éléments de réponse. Un élément de réponse qui est l'étude d'impact. C'est-à-dire que tout l'inventaire qu'on fait, l'état initial qu'on fait maintenant, c'est des choses qu'on doit rendre publiques. C'est là aussi réglementaire. Le Code de l'environnement est bien fait pour ça. Et donc, on va alimenter la connaissance scientifique grâce à ça. Il y a derrière tout ce qui va se passer après, parce que cette étude d'impact, on va la déposer au début d'année prochaine. Les travaux sont à partir de sûrement deuxième moitié de 2030, et puis vont courir sûrement jusqu'en 2032. On va, derrière ça, faire tout un tas de suivi pendant les travaux pour s'assurer que ce qu'on a prévu modéliser dans les études se réalise bien. Et derrière, il y a tout un suivi post-chantier. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, ce suivi post-chantier, nous, en fait, on n'a aucun problème à le valoriser, à le communiquer. Si je vous donne un exemple toujours sur des sujets terrestres, moi je travaillais au service environnement précédemment de ma société, je suis microbiologiste de formation et on a fait des suivis très long terme, plusieurs années après la construction de canalisations terrestres pour regarder quel était l'habitat de départ, qu'est-ce qui s'est passé pendant les travaux, comment ont évolué les habitats plus tard. Ces suivis post-chantier, ils sont suivis par des instances qui sont au final assez locales. C'est des comités de suivi qu'on mène avec les autorités, les DREAL en l'occurrence, et je pense qu'on pourrait imaginer une organisation de ce type avec le parc par exemple, pour que justement les scientifiques qui sont dans cette zone géographique puissent se nourrir des investigations et des études qu'on va faire. Donc en fait, nous, c'est une obligation réglementaire que de faire ces suivis post-chantier, donc ça serait nous qui financerait tout ça. Ça alimenterait la connaissance scientifique. Et effectivement, ce qui me manque peut-être dans la réglementation, c'est que l'étude d'impact doit devenir publique, et donc il y a des bases de données aujourd'hui nationales dans lesquelles on doit déverser nos données.
Je ne suis pas sûr que ça existe, ou en tout cas, je ne suis pas sûr qu'il y ait d'obligation réglementaire de le faire pour les suivis post-chantier, en tout cas dans la réglementation. Et c'est pour ça que généralement, c'est plutôt des coopérations qu'on mène avec en terrestre, les conservatoires d'espaces naturels. Ici, en mer, ça pourrait être éventuellement avec les parcs. Donc je pense que partager la connaissance, pour nous, il n'y a pas de problème. C'est simplement que je ne suis pas sûr que sur le plan réglementaire, il y ait autant d'outils pour partager la donnée après chantier que partager la donnée collectée avant. Pascal Roman, peut-être sur ce sujet, est-ce que vous avez des exemples de retour d'expérience sur des projets d'infrastructure que vous avez suivis pour expliquer justement comment est-ce que la communauté scientifique peut s'en saisir? On le voit pas vraiment en fait, on le voit sur les récifs artificiels par exemple, où on se pose encore beaucoup de questions sur l'intérêt des récifs. Est-ce que ces récifs concentrent le poisson? On en parlait avec Grégory Agen du parc tout à l'heure. Est-ce qu'ils concentrent les poissons? Est-ce qu'ils vont plutôt favoriser de la production? Donc là on est sur des installations qui ont été posées en mer il y a des décennies et on n'a pas encore vraiment de retour sur ce type d'installation. Par contre, c'est vrai que ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'on est de plus en plus dans ces thématiques d'installation à grande échelle en mer, hein, donc les éoliens flottants, maintenant des canalisations sous-marines de grande ampleur, encore une fois. Et on anthropise de plus en plus le milieu. Et c'est vrai que nous, scientifiques, on est dans une démarche où on essaie de caractériser la biodiversité, ses fonctionnalités. On essaie de faire ça avec des outils modernes et on manque encore beaucoup de données sur l'état initial. On est dans un milieu qui change parce qu'il est soumis à des perturbations de grande ampleur, le changement climatique, invasion biologique et autres, pollution. Et là, on rajoute en plus des constructions. Et du coup, je me dis qu'effectivement, ça serait super bien que ce type d'études deviennent des études qui soient publiques et que les données soient intégrées au travers de publications scientifiques pour que ça rentre dans les ressources scientifiques et dans les ressources académiques, de manière à ce que ça fasse partie finalement, que ces études elles fassent partie finalement du patrimoine scientifique global, parce que les constructions sous-marines et les impacts sous-marins que ça va provoquer vont finalement faire partie du paysage, en fait, maintenant qu'on va avoir à étudier, en plus de la biodiversité naturelle, qui encore une fois est elle-même soumise aujourd'hui à des impacts qui sont liés à des activités anthropiques pas localisées, qui sont des activités anthropiques beaucoup plus larges. Donc il me semble que sur ce genre de travaux, ça serait bien qu'on puisse avoir de la bibliographie, des études, et derrière du coup une bibliographie qui ressorte, qui puisse justement caractériser l'impact de ces infrastructures sur la biodiversité. Monsieur Bagnet, vous aviez parlé au début de votre intervention du rôle aussi de sensibilisation qu'avait le parc naturel marin. Est-ce qu'il y a aussi un rôle justement pour expliquer au grand public ces études qui sont parfois complexes et puis pour porter à la connaissance, puisque vous êtes à la fois un lieu d'étude et puis un lieu de visite pour le public? Oui, c'est le cas pour l'éolien, typiquement. Bon, c'est vrai que c'est un sujet qui est très polémique. En même temps, certains y voient une pollution du paysage, d'autres une véritable transition énergétique, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a des sujets comme ça. Et là, on est de nouveau au croisement entre des enjeux de transition énergétique auxquels on aspire tous pour un changement climatique qui soit le plus maîtrisé possible, et puis un environnement qui est de plus en plus impacté, artificialisé, comme l'a rappelé Pascal. Donc c'est vrai que mettre un peu la lumière sur ces sujets, ouvrir un peu ces débats, permettre au public de mieux comprendre les conséquences de ces aménagements sur l'environnement, d'être présent aussi sur le suivi, c'est-à-dire que là, si on prend l'exemple des éoliennes, moi, j'ai beaucoup insisté auprès de nos partenaires qui portent ce projet pour leur dire, à partir du moment où votre site pilote va être mis en service, et ça y est, ça vient d'être fait, les données que vous allez produire, parce qu'il y a énormément de choses qui sont observées, mesurées, avec beaucoup aussi de recherche et de développement sur des nouvelles technologies qui sont en train d'être mises au point, du radar, de l'hydrophone et beaucoup de choses. C'est d'être transparent et de permettre au public, avec évidemment un effort de sensibilisation, de pédagogie, d'avoir accès, de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe sur ces équipements et les questions que les scientifiques posaient, que les gestionnaires posaient, quelles réponses elles trouvent au fur et à mesure que ces équipements rendent leurs résultats. Donc c'est vrai que pour vous, c'est pareil. Il y aura cette phase de suivi pendant la mise en service, etc. Ça sera intéressant de poursuivre la communication, la sensibilisation. Et le parc, évidemment, est un lieu assez propice pour
garder l'attention sur ces équipements et leur devenir. Merci. Je crois qu'on avait de nouvelles questions en ligne. Madame Larue, je vais vous repasser la parole pour nous donner ces nouvelles questions ou expressions. Oui, merci beaucoup. Alors, j'ai là encore plusieurs groupes de commentaires ou de questions. Le premier, c'est par rapport à la réponse qui a été donnée sur les CO2 évités. Un des commentaires était « Vous ne comptez pas les éoliennes et les panneaux solaires ». Donc c'est un point peut-être à compléter et toujours un peu au moment de cette réponse apportée, une question sur que se passe-t-il si les entreprises sont en faillite. C'était au moment où vous parliez du devenir des infrastructures, donc je pense que c'est par rapport à ça. Ensuite, on a eu quatre autres questions un peu diversifiées. La première, c'est avez-vous connaissance de projets concurrents de transport d'hydrogène en Méditerranée occidentale? Donc ça, c'est une question qui est ancienne, qui était au moment de la présentation du projet. La deuxième était est-ce que il y a pour l'instant l'hydrogène vert est trop cher sur le marché, y a-t-il vraiment des débouchés? Une autre question sur pourquoi ne pas faire des productions décentralisées? Et enfin, une question sur combien d'argent a été déjà dépensé. Voilà. Je vais en prendre beaucoup de questions. Alors, sur le bilan carbone, est-ce que le bilan carbone, est-ce qu'il intègre les parcs éoliens, les parcs photovoltaïques qui vont servir à produire l'électricité qui servira à faire l'électrolyse? Oui, c'est une bonne question. Je ne vais pas mettre ma main à couper tout de suite. Je pense que oui. Je vais vérifier ça et puis on intégrera ça, je pense, dans le compte-rendu, la réponse finale. Mais quand on fait le bilan carbone, on se base sur des bases de données existantes qui traitent de ce qu'on appelle des facteurs d'émission. Là, le facteur d'émission qui est considéré, c'est le facteur d'émission de production d'hydrogène par électrolyse à partir de renouvelables. Donc pour moi, quand on considère ce facteur d'émission, et c'est un facteur d'émission qui est donné par unité par volume ou par poids d'hydrogène produit, je pense bien que la production électrique initiale est intégrée. Donc je vais m'en assurer, puis on vous répondra, on l'intégrera dans le compte-rendu en tout cas. Merci. La deuxième question peut-être pour Manuel, c'est la question qui fait jamais plaisir au maître d'ouvrage, mais que se passe-t-il en cas de faillite des porteurs de projets? Qu'est-ce qui se passe si pendant la durée d'exploitation, les porteurs du projet venaient à mettre la clé sous la porte? Alors, sur les porteurs de projets, alors il faut rappeler, nous le rappelait Thomas au début, les porteurs de projets, on est sur des sociétés qui sont très solides, qui sont, on citait Enagaz, Natran, Terega, qui sont des sociétés qui existent depuis longtemps et qui sont très solides dans leur financement et dans leur fonctionnement. Et puis par ailleurs, on est en train de travailler sur un système énergétique et sur un système énergétique qui va créer un réseau, ce qu'on appelle un réseau ouvert. Un réseau ouvert, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met en place une infrastructure sur laquelle plusieurs consommateurs et différents consommateurs pourront venir se connecter et plusieurs producteurs pourront venir se connecter. Une des règles de fonctionnement de ce type de réseau, telles qu'on les connaît en Europe, c'est ce qu'on appelle la régulation. C'est qu'on est sur un système régulé qui permet de définir les règles d'accès, qui permet de définir les tarifs d'accès, en veillant à ce qu'il n'y ait pas de discrimination entre les différents consommateurs et les producteurs, et en veillant à ce que l'équilibre économique soit fait de telle sorte que l'on vient justement couvrir les coûts de fonctionnement et les coûts d'opération du réseau. On n'autorise pas à aller bien au-delà. Et on s'assure, par contre, que le revenu collecté permet de continuer à entretenir en sécurité les installations. Quand je dis « on », comment ça fonctionne? Ce sont si on regarde aujourd'hui le cas de l'électricité et du gaz en Europe, c'est les commissions de régulation de l'énergie qui interviennent. Alors, ce n'est pas encore le cas sur les systèmes hydrogène aujourd'hui, pour être complet en Europe, mais c'est la mise en place d'un dispositif de fonctionnement qui est en train d'être étudié à l'échelle européenne et qui a mis en place déjà à l'échelle européenne l'organisme qui va définir ces règles et les poser. Ce dispositif-là,
c'est celui qui fait que les opérateurs des infrastructures sont audités pour challenger leur coût de fonctionnement et sont couverts des coûts de fonctionnement pour qu'on ait un système pérenne et qu'on ait toujours un opérateur pour couvrir. Il y avait une question très simple qui peut appeler une réponse simple. Est-ce qu'il y a des projets de transport d'hydrogène concurrents en Méditerranée occidentale? Je me tourne vers les collègues. En Méditerranée occidentale, je n'en connais pas. Est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce qu'il y a un équivalent de Barmar entre d'autres pays? Alors, en Europe, de manière générale, c'est quelque chose qu'on expose. Oui, il y a différents. L'Europe fonctionne avec différents couloirs, différentes grandes lignes d'alimentation et de création de réseaux d'hydrogène. Il y en a un essentiel sur l'ouest, qui est sans doute un des plus matures, on va dire ça comme ça, sinon qui relie la péninsule ibérique vers la France et vers l'Allemagne, couloir ouest. Il y a un couloir en Italie qui est étudié, il y a un couloir au travers de la Baltique, il y en a un en mer du Nord également. Donc il y a différents... dans l'organisation du système d'énergie en Europe, différents dispositifs et différents couloirs qui sont étudiés effectivement, avec deux idées toujours, peut-être trois en tête. La première, c'est pouvoir basculer et donner la possibilité de développer une énergie qui amène à la décarbonation progressive. La deuxième, et alors peut-être qu'elle devient de plus en plus en première d'ailleurs, c'est d'offrir la possibilité de davantage de souveraineté énergétique et de production en Europe pour alimenter nos besoins. Et puis la troisième dimension, c'est une coopération européenne. On travaille avec plusieurs pays, plusieurs États dans ces échanges. Et les deux dernières questions, mais qui sont liées, je pense que ça peut être une réponse commune. Est-ce qu'il y a des débouchés? Est-ce que l'hydrogène vert étant plus coûteux à l'heure actuelle que l'hydrogène gris, produit à partir d'énergie fossile, est-ce qu'il y a des débouchés pour cet hydrogène vert? Et puis, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plutôt des productions d'hydrogène vert plus déconcentrées, plutôt qu'avec cette grosse production en Espagne? D'accord, on se regardait avec Thomas, je prends la première, il complétera ensuite. Alors merci pour cette question, parce que c'est un sujet qu'on a régulièrement, effectivement. Et oui, l'hydrogène vert, aujourd'hui, coûte plus cher à produire. C'est aussi un choix de politique énergétique au sens large. Y a-t-il un débouché? Il y a une demande claire pour avoir de l'hydrogène et de l'hydrogène vert de la part des industriels. Ça, on le vit à travers des enquêtes où on va chercher l'intérêt du marché et on le questionne. Il y a cet intérêt, d'abord parce qu'il peut y avoir des caractères obligatoires, des enjeux de décarbonation réglementaire aussi. On peut penser au domaine de la Syrie qui va être intéressé. Il y a d'équilibre économique qui vient, en particulier dans les domaines dans les domaines de raffinerie, par exemple, où il y a, ça c'est une question de politique énergétique au sens large, des effets soit de subvention, soit de taxation, qui permettent de combler l'écart de prix entre une production verte et une production grise, et qui font que les industriels vont effectivement trouver un intérêt économique et venir sur cet hydrogène. Ensuite, on est sur le marché de l'hydrogène à un moment naissant. Et donc, il y a dans une nouvelle énergie, quand on est en train de mettre en place un réseau, de mettre en place un système, oui, à un moment, au début, la production peut paraître plus chère que le consentement à payer. Et puis, quand on se met en place petit à petit, il y a de la consommation, il y a un paiement qui vient, qui permet à des producteurs de se développer, à gagner des effets d'échelle, à gagner des effets de maturité, et puis progressivement à continuer à progresser, et puis à converger, et à optimiser tous les coûts de production. Et puis par ailleurs, dans les systèmes d'énergie, un coût il doit toujours être comparé aux solutions alternatives. Puis c'est ce qu'on dit aujourd'hui quand on dit c'est cher, entre guillemets. C'est par rapport à d'autres solutions. Quel sera le prix de ces solutions dans 10 ans? On verra bien. Et elles fonctionneront différemment. Thomas, tu voulais compléter par ailleurs. Le dernier point, c'était pourquoi est-ce qu'on ne voit pas plus de production d'hydrogène déconcentrée? Ouais, sur la délocalisation, en fait, aujourd'hui, il y a deux scénarios possibles. C'est soit on produit effectivement l'hydrogène au pied du producteur d'électricité renouvelable et ensuite on transporte de l'hydrogène. Soit on fait l'inverse, on transporte l'électricité renouvelable qui est produite en un point et puis ensuite on produit l'hydrogène au pied du consommateur. Alors pourquoi on ne fait pas la deuxième solution? D'une part parce qu'il y a un effet économique qui est révélé par deux études que je peux vous citer, une de l'Oxford Institute en 2023, une de l'Agence internationale de l'énergie en 2024, qui montre que le coût
de la solution transport d'hydrogène versus transport d'électricité, puis conversion en hydrogène, l'avantage économique est vraiment en faveur du transport d'hydrogène. Et plus on est loin, plus c'est vrai. Plus les capacités sont importantes, plus c'est vrai. Le deuxième sujet, c'est un sujet de capacité, puisqu'effectivement, en transportant une canalisation, et c'est aussi lié avec le coût, c'est que la capacité de notre canalisation d'hydrogène est bien supérieure à celle que pourrait avoir une ligne électrique qui conduirait derrière de la production décentralisée d'hydrogène. Donc ça veut dire que pour avoir la même capacité qu'une canalisation d'hydrogène, il faudrait plusieurs lignes électriques pour avoir la même capacité. Donc ces deux sujets-là font qu'effectivement, c'est aujourd'hui l'option du transport d'hydrogène qui est retenue. Merci. Oui, allez-y. Oui. Juste une petite question. On a tous en tête que les énergies intermittentes posent un problème de stockage, quoi, et que il n'y a pas grand-chose pour stocker aujourd'hui, sinon les barrages dans le cas qu'on remplit. Et est-ce que l'hydrogène offre un potentiel sur le stockage, on va dire, de cette énergie? Et est-ce que dans le réseau, dans la dynamique de tout ce projet d'infrastructure, il y a des possibilités, si on était en surproduction, par exemple, à un certain moment, de stocker cet hydrogène et d'en faire justement une des réserves d'énergie? Toujours pareil, on se regardait avec Thomas. Je commence, tu t'hésites pas si tu veux compléter. Effectivement, les énergies intermittentes et les énergies renouvelables, elles ont puisqu'il y a peut-être 2 points dans la question, elles ont cette particularité qu'on ne maîtrise pas toujours le moment où on les produit. Et ça ne colle pas forcément toujours pile au moment où on en a à la consommation. Et le réseau électrique, lui, ne peut pas stocker. Convertir l'électricité en hydrogène, c'est un moyen de stocker l'électricité verte, de la déplacer, de la transporter et d'en faire profiter à longue distance. Donc c'est un premier point. Et puis une fois qu'on est passé sous la forme de molécules d'hydrogène, effectivement, on est ensuite en capacité de la stocker dans les réseaux, parce que la pression varie au tout début, puis plus il y en a beaucoup, tu citais le TYNDP et les projections à plusieurs années sur l'évolution du système énergétique, il est effectivement prévu dedans la possibilité de création de stockage souterrain, comme on le fait pour du gaz d'ailleurs, d'hydrogène, et qui permettrait d'avoir des solutions de stockage. Thomas, n'hésite pas si jamais tu voulais rebondir. Simplement, effectivement, c'est une question qu'on ne met pas en avant. C'est un sujet qu'on ne met pas en avant tout de suite. Parce qu'en fait, sinon, rapidement, le raccourci se fait mise en compétition de l'hydrogène versus l'électricité. En fait, cet hydrogène, là où on veut vraiment insister, c'est qu'il faut bien comprendre que cet hydrogène, il a une vocation à servir des industries pour lesquelles l'électricité ne peut rien. C'est-à-dire que l'électricité ne peut rien au remplacement du coke de charbon dans la sidérurgie. L'électricité ne peut rien au remplacement de l'ammoniac fossile dans la fabrication d'engrais. Donc en fait, le besoin, c'est vraiment la molécule d'hydrogène pour tous ces usages-là. Et bien sûr, il y a des co-bénéfices ou des choses qui peuvent servir également. C'est que cet hydrogène aussi, en cas de surproduction d'électricité, il peut aussi permettre de stocker de l'énergie. Merci. Je crois qu'on va repasser la parole à Madame Larue pour quelques interventions à distance. Ça nous laisse le temps justement aux personnes dans la salle de réfléchir à quelques dernières interventions avant d'arriver à la conclusion de la réunion. Allez-y, Madame Larue. Oui, il y avait juste un commentaire, qui était aussi une question, mais il me semble aussi un commentaire. Pourquoi les réseaux ne sont-ils pas publics? Les réseaux sont-ils publics? Les réseaux de gaz en général, le futur réseau d'hydrogène en particulier? C'est ça, oui. Et c'était en lien avec je pense, la commentaire de M. Magnien sur l'espace public que constitue le fond de la Méditerranée. Dans le fonctionnement en Europe aujourd'hui, les réseaux de transport de gaz ne sont pas publics. Alors pourquoi? Parce que ça permet de solliciter des investisseurs privés et de faire venir des investisseurs privés pour financer le développement de ces réseaux. C'est ce que sont en train de faire les porteurs de projets et non pas d'aller solliciter les finances publiques pour le faire. Et ce qui se passe derrière, c'est le dispositif de régulation que je citais, qui lui est contrôlé par un organisme public, par le régulateur, qui vérifie les règles d'accès, la non-discrimination dans les règles d'accès et la pérennité de fonctionnement du système. Merci. Est-ce que Mme Larue, vous aviez d'autres... Allez-y, oui. Oui, une question à laquelle il n'a pas été répondu, c'est combien d'argent a déjà été dépensé? Pardon, c'est vrai, c'était ça la deuxième question de Madame que je cherchais. Non, c'était pas là, c'était une question en ligne. Alors pardon, oui, c'est une question en ligne. Bon. Alors,
Combien a été engagé pour l'instant pour les études, donc pour ce qu'on a en phase d'études de on développement? On est sur les phases d'études aujourd'hui, et donc on parle de quelques dizaines de millions d'euros qui sont investis aujourd'hui sur les études. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions en ligne? Sinon, on va passer à la salle pour la dernière série. Est-ce que dans la salle, il y a quelques dernières interventions? Oui, monsieur, allez-y, bien sûr. Il n'y a pas de limite au nombre d'interventions. Oui, non, moi c'est juste pour 2 précisions, parce qu'effectivement, moi, dans ma première question, en fait, j'avais aussi un questionnement sur le dimensionnement. Je vous disais, finalement, ça paraît peu, mais ça paraît... oui, ce sont des dimensions industrielles, mais est-ce que, si j'ai bien compris, on n'est pas dans le cadre plutôt d'un projet pilote plutôt qu'un projet industriel? Parce que j'ai l'impression, et c'est pour ça que je voulais avoir des idées d'échelle, on va dire, j'ai l'impression que finalement, c'est pas si énorme que ça. Et la deuxième question, et là pour le coup, je pense que vous y répondrez très rapidement, c'est est-ce que, du coup, les industriels intéressés le serait aussi pour des usages autres qu'énergétiques? L'utilisation de l'hydrogène en tant que molécule, pour un usage, un process industriel, quel qu'il soit. Alors oui, et c'est d'ailleurs... Mais là, se pose la question de la distribution derrière, c'est pour ça que je posais... Voilà. Ah, de la distribution. Enfin, ça ne doit pas être la même. Alors, pour répondre à la partie industrielle, oui, l'hydrogène va servir des industriels en tant que molécule et pas en tant que vecteur énergétique. On parlait de la sidérurgie, c'est vraiment la molécule d'hydrogène. Pour entrer un peu dans le détail, dans la sidérurgie de demain, il y a une étape de réduction du minerai de fer, une première étape chimique. Au lieu de passer par du coke de charbon, on passerait par de l'hydrogène. C'est vraiment la chimie et donc la capacité réductrice de cette molécule d'hydrogène qui serait utilisée pour faire cette première étape de la sidérurgie. Donc oui, ils sont intéressés. Et on ne passe pas par une étape de distribution, mais ce n'est pas non plus le cas pour le gaz naturel. C'est-à-dire que les réseaux de transport, et c'est aussi le cas pour l'électricité, quand vous êtes un gros consommateur, que ce soit d'électricité, de gaz naturel, d'hydrogène, il y a souvent il y a beaucoup d'industriels qui sont directement raccordés au réseau de transport. Donc on ne passe pas par une distribution intermédiaire. Pour nous, infrastructure de gaz naturel, on est connecté chez des verriers, chez des gens qui fabriquent des tuiles, qui ont des usages assez intensifs d'hydrogène. On a des parcs compresseurs aussi, par exemple, qui sont alimentés en électricité directement depuis le réseau de transport d'électricité, depuis RTE. Donc en fait, ça ne pose pas de problème et il n'y a pas d'étape intermédiaire de distribution entre le grand transport et les ouvrages qu'on transporte, qu'on utilise, et les industriels pour les usages vraiment de la molécule. Enfin, la question se posait sur le dimensionnement. Là encore, en fait, la stratégie européenne, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire qu'on est un corridor Barmar et un maillon d'un corridor qui est le corridor ouest, comme l'a dit Manuel. Il y a plusieurs autres corridors ailleurs en Europe. L'objectif de tous ces corridors serait toujours les mêmes. Partir d'une production qui est la plus efficiente possible avec le meilleur rendement possible à des consommateurs qui sont les plus... et rattacher des consommateurs qui n'ont pas de production avec ce niveau d'efficacité près de chez eux de par la géographie tout simplement. Donc en fait, effectivement, il y a plusieurs réseaux en parallèle, plusieurs corridors en parallèle. Et notre corridor à nous, H2Med, je pense est designé pour 20% de la consommation d'hydrogène à terme en Europe. 10% ou 20% 10%, autant pour moi. J'ai un doute sur les chiffres. Donc en fait, c'est quand même 2 millions de tonnes par an, c'est 10% de la consommation d'hydrogène européenne à terme. L'autre dimension de cette question, c'était le côté, est-ce que c'est un projet pilote ou un projet industriel? Peut-être pour préciser, les canalisations d'hydrogène en Europe, ça existe déjà, mais peut-être pas sous la même forme. Non, effectivement, ça existe déjà et on n'est pas du tout dans le même schéma. C'est-à-dire que les canalisations d'hydrogène qui existent aujourd'hui, on n'est pas sur du grand transport ou sur de la distribution. On est sur un besoin d'un industriel, par exemple une raffinerie qui utilise déjà de l'hydrogène gris aujourd'hui, qui va par exemple... avoir besoin de se raccorder, je ne sais pas, à un port qui va lui permettre de récupérer de l'hydrogène depuis ce port par du transport sous forme d'ammoniac, j'en sais rien, ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est des usages vraiment privés. Là, c'est des usages privés, on va dire presque individualisés pour une industrie donnée. Aujourd'hui, il y a quand même 1600 km de canalisation, je crois, d'hydrogène en Europe, qui sont des canalisations terrestres.
quand on parlait qu'on n'était pas du tout sur la même échelle, au début, c'est effectivement ça. Là, on parle de organiser le réseau européen de demain de grands transports pour alimenter de multiples industriels et faire en sorte qu'on ait une fluidité du réseau et que l'hydrogène puisse facilement passer du producteur au consommateur et de plusieurs producteurs même à plusieurs consommateurs. Donc ça, voilà. On n'est pas du tout sur la même échelle et non, là on est vraiment sur l'échelle industrielle. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions dans la salle? Alors, je crois qu'on a une dernière intervention à distance. Oui, c'est juste un petit complément qui est demandé. Est-ce qu'il y a de l'argent public dans la quelques dizaines de millions d'euros qui était la réponse apportée? À combien d'argent a été déjà dépensé? Alors, est-ce qu'il y a de l'argent public et de qui? Dans les quelques dizaines de millions d'euros dépensés, effectivement, il y a une demande de subvention européenne qui a été faite de la part de Barmar au début du projet. Et aujourd'hui, c'est un projet qui a reçu une subvention à hauteur de 50% des études. Donc il y a 50% de financement propre des actionnaires qui ont été listés au début, 50% de financement européen. Pour la partie études, cette partie études elle va s'achever à la prise de décision de la décision finale d'investissement où on va décider vraiment de se lancer dans les travaux et cette prise de décision elle interviendra début 2029 et pour prendre cette décision on demandera aussi des subventions européennes pour les travaux qui sont vraiment un compte à part et qui pourraient subventionner les travaux à hauteur peut-être de 10, 20, 30%, on ne sait pas en tout cas pas à hauteur de 50%, ça on en est sûr. Donc il pourrait y avoir une partie effectivement de subventions européennes dans le financement, mais il y a quand même une majorité de financement privé de la part des actionnaires. Merci. Monsieur Roman, peut-être je vous propose un petit mot de conclusion sur les aspects de biodiversité, Jean, pour revenir au cœur de cette réunion, et puis ensuite on va doucement s'acheminer vers la conclusion. Allez-y. Oui, en fait, on est dans une soirée où on parle de biodiversité et d'impact des infrastructures énergétiques en mer sur la biodiversité. La biodiversité, c'est vrai qu'on a tendance à l'imaginer ou à la conceptualiser comme de la richesse instantanée, en fait, comme des nombres d'espèces, comme de la beauté, comme voilà, quelque chose qui a vraiment trait à de la valeur environnementale. Mais c'est un peu statique cette vision. La vision de la biodiversité, c'est aussi une vision, comme je le disais, de fonctionnalité, de dynamique. Il y a des fonctions. Il y a des fonctions dans les zones du parc marin, encore une fois, de reproduction, de nourricerie, de grossissement de certaines espèces. Et ça, cette dimension, elle n'est pas uniquement géographique, elle n'est pas uniquement spatiale, elle est aussi temporelle. Il va y avoir des périodes de reproduction, il va y avoir des périodes d'alimentation de certaines espèces. Et donc dans ces projets-là, c'est vrai quand on parle de séquence ERC, dans la partie réduire, il va falloir vraiment penser justement à la temporalité de ce qu'on fait, donc à la spatialité, à la spatialisation des impacts qu'on peut avoir, mais aussi au calendrier des choses qu'on va faire, parce qu'il y a des saisonnalités dans les périodes de reproduction, dans les périodes importantes de vie des organismes. Et donc voilà, la biodiversité, elle est là parce que justement, elle est diversifiée, elle est présente en termes de nombre d'espèces parce qu'elle est fonctionnelle avant tout et qu'elle est dynamique, encore une fois. Merci beaucoup pour ces quelques mots de conclusion. Et puis, écoutez, j'ai juste à vous rappeler que donc, demain, n'hésitez pas si vous voulez voir de manière concrète la biodiversité justement dans ce golfe du Lion. Donc nous avons une sortie en mer et on peut prendre les inscriptions à la fin de cette réunion. Et puis, si vous le souhaitez, je vous invite à poursuivre les échanges en off autour d'un verre de l'amitié. Merci à tous et bonne soirée.